Salut à toutes et à tous. On se retrouve une nouvelle fois sur SNL Podcast. Vous connaissez maintenant la formule. Vous pouvez donc nous regarder en vidéo sur YouTube et aussi nous écouter sur Spotify, Deezer, Amazon Music pour nous entendre parler football, revenir sur des parcours, des thématiques et bien d'autres. La recette, c'est toujours la même, toujours accompagné d'Ibrahima Traoré. Salut Ibou. Salut Mansour. Ça va? Très bien. Ouais. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que tu connais, avec qui tu bosses, on peut dire. Oui. C'est un ancien joueur, ancien international reconverti un peu dans les médias et aussi un peu dans le monde du football. Et ça va forcément intéresser nos spectateurs et nos auditeurs togolais. Notre invité, c'est Serge Akakpo. Bonjour Serge. Bonjour Mansour, bonsoir Ibou. Salut. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça faisait longtemps déjà qu'on ne s'était pas vu parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais on se connaît, ça faisait très très longtemps. Et ça fait un moment qu'on dit, ouais Serge, il faut qu'on invite au podcast et tout, parce que je pense qu'on a des choses à dire. Il s'est fait désirer, mais bon, j'espère que tu vas nous... Moi, je vous dis la vérité, c'est Ibou qui a tout manqué. Parce que sur les 4 rendez-vous manqués, il y en a 3, c'était à cause de lui. Tu vois, donc déjà, pour mettre les choses dans le contexte... Je plaide sur 2. Au moins 3. Au moins 3. Et les 3 fois où j'étais prêt à venir, c'est les 3 fois où j'étais prêt la veille. C'est-à-dire, j'ai même déjà choisi ma tenue et tout. Ibou, il me dit, ouais, non, frérot, c'est mort. Je l'appelle, je lui dis, c'est à quelle heure, il me donne plus de nouvelles. Tu vois. Et je me suis dit, bon, ok. Parce que ouais, Serge, je l'ai eu, ça a duré 2 minutes. Hein. C'est ça, il m'a dit, Serge, il vient. C'était l'histoire. Il dit, Serge, il vient. Il dit, mais comment ça, Serge, il vient? La dernière fois, moi, je me dis, il vient, il m'a pas dit qu'il venait. Il m'a dit, non, moi, je l'appelle, 2 minutes. Il m'a dit, c'est bon, je suis là. J'ai dit, ah, bah, ok, Serge, il m'a pas dit. C'était ça l'histoire. En tout cas, on est content de t'avoir. On va aborder plein de thématiques. Et forcément, je pense le plus intéressant pour peut-être le grand public, en tout cas une partie qui ne connaît pas forcément toute ta carrière, on va d'abord aborder cette première partie sur ta carrière footballistique et d'ancien joueur pro. Revenir un petit peu sur ton parcours avant de parler reconversion et tout ce qui s'ensuit. Déjà, voilà, un petit peu pour replacer dans le contexte. Toi, le foot, ça a commencé quand? Bah, ça a commencé... Dans les souvenirs lointains. Ouais, on va dire, ouais, autour de... C'est pas comme maintenant où, on va dire, dès 50 et tu rentres dans une structure. Moi, je jouais, bon, j'ai grandi à Villepinte dans le 93. Le foot, c'était tous les jours. Hein. Avant même de penser club, pour nous, c'était un jeu quotidien. C'est-à-dire, tous les jours, tu descends, tu joues au foot. Et donc, à la base, j'étais même pas inscrit au club à Villepinte. Le mercredi, il me semble que je sais plus, c'était le centre de loisirs, un truc comme ça. Et en fait, il y avait une option foot où on allait jouer au stade 11 contre 11 comme ça. C'était libre, hein, il n'y avait même pas d'entraîneur. C'était un gars c'était un éducateur. Et du coup, ouais, je devais avoir peut-être 8 ans, 8-9 ans. Et en fait, c'est ces mercredis-là qu'on allait jouer, qu'il y a justement un éducateur qui, lui, était au club. En fait, il pensait que j'étais inscrit au club. Ouais. Et parce qu'il me disait qu'il me trouvait bon. Il me disait, ouais, c'est qui ton coach et tout. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Je n'ai pas de coach. Il me dit, ouais, tu joues pas à Villepinte et tout. Je dis, non, mais tu vois, t'habites où, à Tremblay et tout. J'ai dit, non, j'habite à Villepinte. Il me dit, ah, mais tu joues? Je joue nulle part. Je joue là, ici, avec vous. Et donc, c'est comme ça, il m'a dit, ah, mais faut que tu viennes jouer à Villepinte. Il y a les détections, tout ça. Parce qu'à l'époque, il y avait les détections et tout. Et donc, 1 ou 2 mois après, il y avait les détections. Il m'a dit, ouais, c'est une formalité. Donc, c'est comme ça que je suis rentré au club à Villepinte. Et après, moi, le truc, c'est quoi? J'étais quand même assez... Dès tout jeune, j'étais déjà compétiteur. Hein. Je pense que, voilà, déjà au quartier, tout ça, quand tu joues... Mais toujours défenseur? Non, j'étais voilà, c'est moi, je veux toujours savoir, c'est voilà l'histoire classique. J'ai commencé, j'ai dégringolé. J'ai commencé attaquant de pointe, déjà. Après, je suis passé ailier. Ouais. Après, je suis passé numéro 10. Et après sur un malentendu, je suis passé défenseur. Mais le défenseur, là, je vais y revenir après. D'ailleurs, la personne qui m'a fait passer défenseur, j'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps. Là. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le circuit à Villepinte. Et après, voilà, j'ai fait, à l'époque, je crois, c'était Poussin Benjamin. C'était pas comme maintenant U7 et tout, là. Mais directement, Après, moi, à l'époque, quand t'es petit, nous, on regardait, il y avait on regardait la télé, hein, il y avait Wea Ginola, tout ça, mais nous, on ne s'imaginait pas forcément à faire une carrière. Nous, on jouait juste pour le plaisir. C'est-à-dire, on était là, on défendait Villepinte, on jouait, on gagnait un tournoi, on gagnait un match, on était content, on jouait contre le Red Star, on jouait contre Aubervilliers, c'était déjà un truc de fou.
Et c'est là où d'ailleurs voilà, j'ai joué contre pas mal de joueurs, enfin de jeunes qui sont devenus des joueurs comme Abou Diaby par exemple, Habib Belaïd, Gouffran, tout ça, on s'est rencontrés à cet âge-là. On s'est connus à cet âge-là parce qu'on jouait les uns contre les autres dans le 93 un petit peu. Et après, voilà, ça s'est évolué jusqu'en, disons, Benjamin moins de 13. Et là où on va dire que les choses ont basculé un petit peu, en fait, Villepinte est devenu centre de préformation du PSG. Pendant un an du Havre et l'année d'après du PSG. Donc, et moi, là où, à mon âge, où je pouvais rentrer en centre de préfo, c'était le PSG. Et en fait, du coup, moi, comme j'habitais à Villepinte, donc j'étais au centre de préfo, mais je rentrais chez moi le soir. Et donc, il y avait tous les autres qui venaient un peu d'Île-de-France. Eux, ils restaient dormir au centre. Il y avait un petit centre là-bas. Donc, du coup, je suis rentré au centre de préfo. Et bon, c'est là où, concrètement, on va dire qu'on commence à te dire que, bon, au centre de préformation du PSG, voilà, les meilleurs, ils iront au PSG, etc. Après, moi, je jouais vraiment pour le plaisir. Hein. Franchement, c'était. Mais j'étais déterminé. C'est-à-dire que moi, je voulais tout le temps gagner. Moi, j'ai même mes potes au quartier, on était potes. Mais dès qu'on arrivait au foot, ça y est, il fallait qu'on gagne. Ouais. Donc, même si pendant longtemps, j'ai beaucoup pleuré pour les défaites. Hein. Jusqu'à 14-15 ans, quand on perdait, il y avait des larmes qui coulaient. C'était les mecs qui se moquaient de moi et tout. Mais parce que bon, en dehors, j'étais là normal et quand on perdait un match, c'était voilà, parce que j'étais trop vénère. Quand je perdais, pour moi, c'était pas possible. Et ouais, ça a commencé comme ça et après, bah voilà, on va dire après, bah il y a l'évolution du poste aussi. Hein, pareil, des fois j'étais surclassé. En 13 ans, des fois, je jouais avec les 15 ans. C'était jouer attaquant. Par exemple, je pouvais jouer un match avec les 13 ans où j'étais attaquant. La semaine d'après, j'étais surclassé avec les 15 ans, je jouais peut-être milieu ou peut-être défenseur. Et après, le poste de défenseur central, c'est arrivé par hasard. Hein. C'est à quel âge? C'est à 13 ans. Mais c'était pas installé, c'est-à-dire que c'était comme un. Ouais, il manquait quelqu'un. En fait, on avait un défenseur central qui était super fort. À l'époque, il était grave costaud et tout, il était trop fort. Blessé. Non, il était malade. Il était malade pendant, je sais pas, pendant 10 jours, il n'était pas là. Et à l'époque, il faut savoir que Villepinte, c'était quand même un club réputé. Il fallait des résultats. C'est-à-dire, on était quand même en Île-de-France, c'était un club quand même. C'est-à-dire, on pouvait rivaliser avec de grands clubs en Île-de-France. Et du coup, voilà, il cherchait des solutions. Et c'est le papa de Anne-Noah Massengo qui est à la GIA actuellement, qui est prêté à la GIA. Donc, son père, moi, c'était mon entraîneur quand j'étais petit. À Villepinte. Donc lui nous a connus vraiment qu'on était petits au quartier, tout ça. Et lui, il faisait partie des éducateurs, des entraîneurs au club. Et en fait, il cherchait une solution. Donc il y a le coach principal du centre de préfo qui cherchait une solution, comment on va faire et tout. Et lui, il s'est dit, ouais, il a regardé le profil, peut-être il s'est dit, je sais pas, ça pouvait. Mais un peu au hasard, quoi, en gros. Pas au hasard, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait stopper et libéraux. Ouais. Parce qu'il faut savoir, voilà. À l'époque, moi, il m'a mis comme 4, numéro 5. Voilà, moi, c'était plus le libéraux, pas numéro 4. En fait, je pense qu'il a regardé par rapport au profil, par rapport aux qualités, etc. Et il s'est dit que celui qui pouvait jouer ce rôle-là, peut-être qu'il y avait peut-être l'aisance technique, peut-être l'intelligence de jeu, etc. C'était peut-être moi. Donc quand il dit ça, on se regarde tous, tu vois, déjà, moi-même je suis surpris, mais tout le monde est surpris. Je me dis, tu vois, pourquoi il veut me mettre défenseur, tu vois. Et mais bon, après je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Il m'a expliqué, puisqu'il fallait m'expliquer c'était quoi le poste de défenseur, moi je savais pas c'était quoi. Donc lui et le coach principal m'ont expliqué, ils m'ont dit, ton rôle c'est ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et voilà, et on a joué le week-end, ça s'est bien passé. Immédiatement, pour moi, ça m'a paru simple. Voilà, j'allais couper un peu les trajectoires. Lecture de jeu, on va dire, c'était l'une de mes forces. Donc, naturellement, ça s'est fait tout seul. Je jouais attaquant, donc j'étais assez rapide. Donc, on va dire, je ne manquais pas de vitesse ou quoi. Donc, je ne pouvais pas être pris dans la profondeur, etc. Et techniquement, comme j'étais attaquant, donc voilà, j'arrivais à remonter le ballon, à distribuer le jeu, tout ça. Donc, j'ai fait 1 ou 2 matchs comme ça, le temps que l'autre y revienne. Et après, j'ai repris mon poste devant. Et après, comme ça, de temps en temps, quand il y avait besoin, il me faisait redescendre derrière. Et ça a duré comme ça pendant 1 an et demi à peu près, jusqu'à ce que je parte à Auxerre. Et donc, du coup, j'alternais comme ça entre le poste défenseur. Même à Auxerre ?
À Auxerre, quand je suis arrivé. Tu voulais pas lâcher, tu as dit non, moi je vais en point. Bah, non, j'ai pas non, par contre, Auxerre ne m'a pas recruté comme attaquant. Comme central, ils t'ont recruté? Non, ils m'ont recruté comme milieu. Parce que du coup, je jouais des fois un peu milieu 6, des fois je jouais ailier. Ils m'ont recruté comme milieu, mais ils savaient que je pouvais jouer derrière. Donc du coup, quand je suis arrivé, je faisais pareil, que ce soit à l'entraînement ou les matchs, je faisais un petit peu les deux. C'est-à-dire, et en plus, à Auxerre, je suis arrivé 6 mois plus tôt. Parce que du coup, normalement, je devais aller au PSG. Je devais signer à la fin de saison au PSG. Mais disons qu'à l'époque, les perspectives au PSG n'étaient pas forcément. C'était pas comme maintenant, on se disait pas que c'était sûr de sortir pro. À l'époque, à part Anelka et je crois que c'était Luxin, il n'y a personne qui était sorti au PSG. Donc quand on va dire au mois de, je sais pas, c'était au mois de novembre, Auxerre ils se sont positionnés. C'était très simple, hein. Franchement, ils ont contacté mon père. Le recruteur, il est venu nous voir à la maison. Il nous a invités à Auxerre. J'ai été visiter, j'ai vu les installations. Et à l'époque, voilà, Auxerre, c'était Capo, c'était Mexès, c'était Cissé, c'était une belle génération. Et c'était que des jeunes. C'était un club de ouf, surtout. Voilà, c'est-à-dire que je me suis dit à ce moment-là, et j'avais pas mal de sollicitations, puisqu'à ce moment-là, on va dire, j'avais fait des tournois. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 13 ans et demi. Ouais. J'avais 13 ans et demi. Et normalement, c'est à 14 ans que je devais rentrer au centre. Mais du coup, à 13 ans et demi, parce que du coup, quand je signe à Auxerre au mois de décembre, le PSG l'apprend. Parce que normalement, je devais signer, il m'avait déjà fait une proposition et tout. Pareil, on s'était déjà rencontrés et tout ça. Donc, ils reviennent dessus, ils augmentent un peu les mises et tout, blablabla, sponsor, ceci, cela. C'était à l'époque, moi, je devenais fou. Parce que j'étais là, je disais. Parce que tu connais, après, mon père aussi, lui, regardait le côté études et tout. Lui disait, en gros, en fait, le fait qu'on ait été visité à Auxerre, ça l'avait rassuré, parce qu'il voyait vraiment, c'était carré. Et surtout le directeur du centre et tout, il mettait beaucoup l'accent sur les études, l'éducation, tout ça. Il y avait Giroud. En fait, tout ça, ça l'a rassuré un petit peu. Lui, il disait, oui, tu veux jouer au foot, mais il faut aller à l'école. Tu avais vraiment un cadre, quoi. Il y avait pas voilà, c'est ça. Donc, je ne dis pas qu'au PSG, il n'y avait pas ce cadre-là, hein, c'est pas ça. Mais ils n'ont peut-être pas mis ça en avant, ce qui fait que mon père, il n'a pas trop été rassuré par ça. Mais moi, parce qu'au final, c'était mon choix. Hein. Ce qui m'a fait décider, c'était l'équipe première d'Auxerre, en fait. Mais il y a un truc qui s'accélère là, parce que frérot, tu passes de. En gros, toi, tu joues, tu es compétiteur. Mais voilà, jouer au foot, là, c'est même pas dans ta tête ou quoi. Ah là, tu rentres en centre de formation. Donc, quand tu rentres en centre de formation, le but, c'est directement tu vois, automatiquement, c'est. Non, mais c'est ça. Là, maintenant, c'est un objectif. Concrètement, comme tu dis, ça s'est accéléré à un moment donné où, quand tu commences à enchaîner les matchs, je te dis, moi, je joue attaquant. Je marquais, on gagnait des 10-0, des 8-0. Je marquais des 6 buts, 7 buts. C'était facile. C'est-à-dire, en gros, quand tu commences à marquer, en plus, à l'époque, il y avait les équipes départementales, Seine-Saint-Denis. Le coach, c'était Lafargue en plus, qui est parti à l'INF après. Tu fais des tournois, tu es remarqué, les sollicitations elles commencent à arriver, tu fais tournoi en Italie, à l'AS Roma qui appelle, tu fais tournoi là, il y a un tel, c'est-à-dire en gros, au moment où pourquoi le PSG ils ont accéléré? Parce qu'à ce moment-là, le club a commencé à recevoir pas mal d'appels, Saint-Etienne, Le Havre, ceci, cela, il y avait pas mal de clubs, donc le PSG s'est dit, bon, il faut qu'on se positionne rapidement. Et on va dire, c'est le moment où moi aussi j'ai commencé à comprendre que, bon, on commence à s'intéresser à toi, il y a quelque chose, tu vois. Donc, où tes coachs aussi, éducateurs qui sont avec toi depuis que tu es petit, commencent à te dire, bon, voilà, sûrement qu'à la fin de l'année, tu vas peut-être partir et tout, nanana. Moi, dans l'état d'esprit où j'étais, j'avais pas envie de partir. Moi, j'étais bien chez moi. J'étais à Villepinte, mes amis étaient là, ma famille, elle était là, je n'étais jamais parti. Pourquoi je vais partir, tu vois? En plus, Villepinte, c'était un club familial, mais formateur aussi. C'est-à-dire que nous, on était, je sais pas, on avait 10 ans. Le samedi ou le dimanche, tu allais regarder les matchs des moins de 13, des moins de 15, des moins de 17. Il y avait des joueurs qui sont arrivés en Ligue 1 après. Tu avais des Luigi Glombard, tu avais des Sigamari Diarra. Tous ces joueurs-là, ils sont passés à Villepinte, tu vois. C'est-à-dire que concrètement, même en moins de 15, moins de 17, il y avait toujours des joueurs en fait, qui te donnaient envie d'aller regarder les matchs et tout. Et donc, tu te disais que tu avais envie de faire tout ça. Tu avais envie de rester à Villepinte. Même l'équipe première, tu avais des anciens, tu avais des gars qui avaient joué en CFA, tu vois. Donc, ça veut dire que dans ta tête, tu ne te disais pas forcément je vais jouer 13-14 ans, centre de formation. En fait, il était là, le centre de formation, tu vois. Donc, ça veut dire que quand ça s'est accéléré,
bon, j'ai pris les choses comme elles sont venues, mais c'était pas forcément ce que moi je voulais, tu vois. C'était pas ma volonté à ce moment-là. Mais bon, je me suis dit, voilà, c'est une opportunité, faut l'accepter, tu vois. Et ça se passe comment, du coup, quand tu vas au CERF? Au début, difficile, parce que déjà, comme je t'ai dit, je suis parti plus tôt. Parce que j'étais pas préparé à partir. Moi, j'étais là, j'étais avec mes copains. En plus, je t'ai dit, j'étais au centre de préfo. Ouais. Mais chez toi? Mais chez moi, j'étais à Villepinte. C'est-à-dire, moi, je finissais l'entraînement, je rentrais chez moi, tu vois. Donc, quand je jouais le week-end à Villepinte, ma famille, elle était là, mes amis, ils étaient là, ils venaient regarder les matchs, tu vois. Et là, d'un coup, déjà, le PSG, quand ils ont appris que je partais, bon, ils sont revenus, nanana, donc finalement, quand ils ont compris que c'était mort, ils ont lâché l'affaire. Villepinte, ils étaient fâchés parce qu'ils ils pensaient qu'ils n'allaient pas toucher d'indemnité par rapport à leur partenariat, etc. J'ai été suspendu. C'est-à-dire que déjà, moi, à 13 ans, t'es suspendu, tu vois, c'est un truc de fou déjà. Comment t'es suspendu, tu vois? Ça, je l'ai mal vécu parce que concrètement, moi, j'aimais trop le foot. C'est-à-dire, pour moi, c'était un échappatoire. Tu vois, je vais pas te faire le dessin, tu vois. Il y avait que ça. Nous, à l'époque, c'est pas comme maintenant où les jeunes, tu vois, il y a la Switch, il y a le téléphone de papa, il y avait pas tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait que le foot. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Moi, mon fils, aujourd'hui, il est là, il regarde Netflix. Quand il a plus rien à regarder sur Netflix, il prend la Switch. Après, papa, fais voir ton téléphone, tu vois, il a le choix. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Où il est là, il va aller au foot, c'est à 500 mètres, mais il veut prendre sa trottinette. Il n'y a pas de trottinette. Il y a une Game Boy cassée pour toute la famille et les grands frères, elle ne laisse même pas jouer. Pour moi, le foot, là, c'était sacré. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, c'est-à-dire que le fait que j'étais suspendu, je me suis dit, c'est un truc de fou. Je me suis dit, comment chez moi, à Villepinte, tu vois, le club où je suis depuis que je suis petit, tout ça, j'ai mes amis, c'est-à-dire en gros, carrément, j'allais regarder les matchs des autres. C'est-à-dire, ils jouaient, je venais au match et tout, je les regardais jouer et j'étais trop triste. Et en fait, c'est quand mon père il a averti au CERF de cette situation, parce que du coup, ils se sont renseignés, tout ça. Donc, le directeur, voilà, et je pense qu'il en a parlé au-dessus. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais Giroud, c'est lui qui coiffait tout. Jusqu'à ces petits recrutements-là. Donc, il a été averti aussi de l'histoire et tout. Et donc, il a donné l'ordre pour que je vienne dès janvier. Et en fait, du coup, décembre, tout s'est fait en 2 semaines. Hein, c'est-à-dire, le 15 décembre, ils m'appellent, ils me disent, bon, on a parlé au patron, nanana et tout, on le prend dès janvier. Il n'y a pas besoin d'attendre juin, parce que du coup, j'allais rester suspendu. En fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, mon père, il dit, vas-y, ok. Donc, en 2 semaines, ça y est, mon monde, il changeait. C'est-à-dire, c'était fini. Centre de préfo, les amis, l'école, tout, ça y est, il fallait dire au revoir à tout le monde. Et 2 semaines après, le 3 ou le 4 janvier, je partais pour Auxerre. C'est-à-dire, pour moi, c'était mon monde. En plus, tu changes de statut en plus au quartier. C'est ça, tu changes de statut. Maintenant, tu es le gars qui capte. Le gars qui part au centre de formation, tu vois. Et donc voilà, donc je suis parti. Auxerre, ils ont payé une indemnité à Villepinte. Ils n'étaient pas obligés, parce qu'ils auraient pu. Comment dire, c'était une affaire, hein, ça aurait pu. Voilà. Mais ils n'étaient pas obligés. Mais je pense que pour sceller le truc, ils ont payé une indemnité. Je suis arrivé là-bas, mais c'était dur. C'est-à-dire les premières semaines et premiers mois, c'était compliqué parce que tu sors de ton contexte, de ton environnement, tu vois, tu quittes la famille, les amis, tu as tes habitudes. Et là, tu arrives dans un truc strict. Parce qu'Auxerre, c'était strict. Hein, tu te lèves à cette heure-là, tu manges à cette heure-là, tu fais ceci, tu fais cela. Et c'était compliqué. Après, tu arrives dans l'excellence aussi à ce moment-là. Là, au CERF, là, c'est ce qui m'a choqué aussi, parce que quand tu es à Villepinte, que tu es le meilleur, tu vois, à chaque fois on te dit tu es le meilleur, ceci, cela, là, mais là que tu arrives, que tout le monde est bon. Tout le monde est c'est-à-dire aussi fort que toi, voire plus fort que toi. Parce que quand je suis arrivé au centre, il y avait des gars, tu vois. Et là, et je me suis dit, ah ouais, je dis là, c'est compliqué. Et toi, tu sais pas, parce que toi, tu es dans ton truc de quartier. Tu dribbles plus aussi facilement les trucs comme ça. C'est ça. Sauf que là, tu arrives à l'entraînement, tu es face à des gars, ils sont costauds. En plus, moi, je suis arrivé, c'est pour ça, parce que du coup, je suis arrivé 6 mois plus tôt au centre. Et c'est-à-dire que j'étais surclassé avec les moins de 15, parce que normalement, j'étais moins de 13. Ouais. Voilà. Mais comme je suis arrivé 6 mois plus tôt, j'étais obligé d'aller au centre. Donc, ils m'ont mis au centre, donc j'étais direct avec les moins de 15. C'est-à-dire que j'étais avec les Momo Sissoko, il y avait Kevin Lejeune, tout ça. C'est-à-dire moi, j'étais direct avec eux, en fait. Tu vois, direct avec eux. Et Abou et Garay, c'était pas encore là. Mais il y avait d'autres gars, les 86, qui étaient déjà là. Donc, c'était des gars qui étaient plus costauds que moi, qui étaient plus forts. Et le niveau, l'intensité, tu vois, c'était autre chose. C'est-à-dire, tu arrives,
Et en fait, là, tu te dis, ah ouais, tu te dis, c'est ça le centre de formation. Tu vois, Tu doutes, non? Bah, tu te doutes, oui et non. Parce que je te dis, franchement, jusqu'aujourd'hui, ça, j'insiste dessus. Villepinte, à l'époque, c'était vraiment. Il faisait du bon boulot. Franchement, j'avais les bases. Les bases, je les avais, c'est-à-dire, on t'apprend à jouer au foot, à réfléchir, pied droit, pied gauche, tout ça. En plus, la dernière fois, j'en discutais avec le père d'Anne Noah. Anne Noah, c'est pas un hasard qu'il soit devenu un pro, qui aujourd'hui, il est revenu à Auxerre, il fait du bien et tout. Il a les bases, parce que son père, je le connais. C'est-à-dire qu'on t'apprend à jouer au football, le vrai football, pas comme aujourd'hui où c'est les stats, etc. On t'apprend à réfléchir, tu as 2 pieds, tu dois jouer avec les 2 pieds. C'est pas, oui, tu es droitier, mais tu dois jouer aussi du pied gauche, tu vois. Donc, je suis arrivé, j'avais ces bases-là. Maintenant, ce qui était compliqué, c'était l'intensité. Les entraînements, là, c'était plus comme à Villepinte où tu pouvais te permettre de t'entraîner à 30%. De toute façon, tu sais que tu vas jouer. C'était un peu facile, tu vois, non, là, c'était pas facile. C'est-à-dire, là, tout le monde était fort. Tu vois, là, à Villepinte, quand tu arrivais, tu mets une frappe en lucarne. Il y avait que toi qui la mettais, Ouais, tu vois. là, ils le mettent tous. Là, tout le monde la met, tu vois. Donc, tu vois. Et là, il y avait la concurrence aussi. Pas qu'à Villepinte, il n'y avait pas de concurrence. Bien sûr qu'il y a toujours la concurrence. Mais là, c'est encore plus. Parce que là, les mecs, ils jouent pour une place en centre de formation. Tu vois. Donc là, en réalité, là, tu rentres déjà dans le circuit professionnel. Ouais, donc les premiers mois, c'était compliqué. Vous êtes potes, mais en même temps, concurrents parce que les places sont rares. Ouais. Mais bien sûr, les places, elles sont chères. Et en plus, tu n'as pas de… Comme je t'ai dit, à Villepinte, tu rentres chez toi. Tu as la famille, tu as les amis. Ouais, ils peuvent te consoler si ça ne va pas. Tu vois, tu as une épaule, tu as ceci, tu as ta maman qui est là. Mais là-bas, il n'y a personne. C'est-à-dire là, tu fais un mauvais entraînement, on te crie dessus, tu rentres, il n'y a personne. Il n'y a personne pour te dire non, t'inquiète, ça va aller demain. Non, tu es tout seul. C'est-à-dire si tu as envie de chialer, tu vas chialer dans les toilettes et tu ressors. Tu vois. C'est-à-dire là, c'était vraiment, là, tu es confronté vraiment au monde professionnel. Et après, ouais, les premiers mois, franchement, c'était difficile parce qu'il fallait s'habituer à un certain rythme. C'était le respect, c'était des codes, c'était des nouveaux codes en fait pour moi. Et c'était compliqué, il y a eu quelques bagarres, tu vois. Et dans cette période-là, la personne qui a été archi importante, c'était Momo, Mohamed Sissoko. Parce que lui, en fait, direct, quand je suis arrivé, lui, il a compris direct. C'est-à-dire, il a vu mon comportement. Il savait que, tu vois, il fallait me recadrer direct. Parce que, voilà, moi, c'est normal, hein, tu grandis dans un environnement, tu n'as pas l'habitude de te laisser faire, que ce soit par les petits ou les grands. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé en centre de formation, tu connais le centre de formation, comment c'est? Les grands, les moins de 17, ils essaient de faire la misère aux petits. Toi, tu arrives, vas-y, va me chercher 6. Moi, je disais non, tu vois. Il n'y a pas de… Non, je ne suis pas ton petit, tu vois. Je te respecte, mais il faut me respecter aussi, tu vois. Donc, quand j'ai commencé comme ça, quelques bagarres, quelques ceci, cela, lui, direct, il m'a recadré, tu vois. Il m'a dit, mon petit, il a dit, calme-toi. Il a dit, si tu veux rester, il a dit, calme-toi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, il m'a vraiment pris sous son aile. Genre, j'étais tout le temps, on était tout le temps ensemble. Il me prenait tout le temps, j'étais tout le temps dans sa chambre. Il me conseillait tout le temps. Par contre, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'excellence. Tu vois, autant c'est un gars archi cool, c'est-à-dire en gros, c'était bon délire, mais c'est quelqu'un qui était déterminé, c'est-à-dire à accomplir des choses. Il te formatait déjà pour ça, c'est-à-dire en gros, il avait 15 ans, c'est-à-dire le soir à 21h, au lieu de me parler de, je sais pas, au lieu de me parler de rap ou je sais pas quoi, il me parlait de foot, il me parlait de l'entraînement. Il me disait, ouais, mais à l'entraînement, tu t'es fait dribbler comme ça, genre, ouais, mais quand tu défends comme ça. Momo Sissoko. Mais bien sûr, c'est-à-dire à l'époque, lui, il était déjà comme ça, c'est-à-dire il te donnait déjà des conseils à l'entraînement, même pendant l'entraînement, c'est-à-dire en gros, je sais pas, tu vas te relâcher un moment, il va te regarder, il va te dire, ouais, arrête de rigoler, tu vois, il joue. Tu vois, il était déjà comme ça, il était déjà en mode, tu vois. Donc, parce que là, si on résume bien, il y a du talent. Tu as dit, tu n'as pas parlé encore de Gara, tu n'as pas parlé à Boudiaby, il y avait Mo Sissoko, il y avait Kevin Lejeune, il y a toi, il y en a sûrement que tu dois oublier tout ça. Ouais. Finalement, tu passes pro. Ouais, finalement, je passe pro. Bah, c'est pas garanti en fait. Non, c'est pas garanti, surtout à Auxerre. Par catégorie, tu avais 2-3 équipes. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, je suis surclassé directement avec les moins de 15. Je pense que pour mon équilibre mental et voilà, pour que je m'adapte, ils m'ont gardé avec l'équipe première, donc avec les nationaux, mais je jouais des fois avec l'équipe B, tu vois. Donc le coach, il m'a emmené beaucoup avec l'équipe A, parce que je pense ils avaient besoin de me, tu vois. En même temps, j'étais quand même un gros espoir aussi, parce que même si les autres, ils étaient chauds, moi aussi, voilà, j'avais quand même un niveau. Il me gardait beaucoup avec lui.
J'allais au match, je jouais pas toujours. Des fois, il y a plein de matchs, j'allais, je rentrais 10 minutes, me faisais rentrer à n'importe quelle pause, tu vois. Mais moi, j'étais là, de toute façon, j'étais content déjà. Tu vois, j'étais à moins de 13, j'étais là avec Auxerre, toi, centre de formation. Tous les autres sont restés à Villepinte, toi, tu jouais avec les U15. J'étais déjà content. En plus, la première année où j'arrive, je crois qu'on va jusqu'en phase finale, je crois. Et c'est là où j'ai découvert Bafé Gomis. C'était un monstre. Je te dis la vérité, c'était un monstre. Il y avait, comment s'appelait le latéral aussi de Saint-Etienne Dabo. C'est un Sénégalais, hein, Dabo. Malien. Franchement. Ousmane Dabo, c'est un Non, Malien. non, Mohamedou. Lequel? Mamadou Dabo. Je m'en- Celui qui jouait à Saint-Etienne, après à Lyon, il a joué. Ouais, il a Sénégalais, joué ouais. latéral. Sénégalais. Ouais, qui jouait à gauche. là. C'est Sénégalais. Mamadou. Ouais. Ouais, Ousmane, c'est Franchement, l'autre, les qu'est-ce que je deux là, raconte. je te dis la vérité, ma première année à Auxerre, on va jusqu'en phase finale, je crois qu'on va jusqu'en finale, je crois, du championnat, je crois. Ou en demi-finale, je sais plus, tu vois. Et on tombe contre Saint-Etienne. Et on entendait déjà parler un petit peu de Bafé Gomis et tout, tu vois, qui avait marqué je sais pas combien de buts, tout ça, nana et tout. Mais tu l'as jamais vu. Tu l'as jamais vu courir. Tu l'as jamais. Tu étais défenseur à ce moment-là? Ouais, mais moi, je n'étais pas titulaire. Ah, d'accord. C'est pas des équipes, c'est pas des histoires à la Olivier Tom. Ouais. Eux, ils ont lui, ils ont lui, là. Mais c'était ça. Nous, on avait Momo Sissoko. Momo Sissoko, c'était un monstre, tu vois. C'était un gars qui mettait déjà des coups francs de 30 mètres. Capitaine titulaire en équipe de France, tu vois, c'était sa génération, c'était le meilleur Momo, tu vois. On avait des gars, on avait des Kevin Lejeune, tout ça. Eux aussi, ils avaient des gars, mais tu les avais jamais vus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, moi, j'étais remplaçant. Tu vois, j'étais là, j'étais assis, petit, tout ça. Je regardais. Le match, il était trop chaud. Je voulais même pas rentrer. Je te dis la vérité. Je voyais. Pour moi, je me suis dit, waouh, quand je te dis c'était trop chaud. Je suis rentré peut-être 15-20 minutes et j'en pouvais plus. Je t'ai dit, Bafé Gomis, c'était même pas la peine. C'était pratiquement, tu sais, c'est comme quand tu joues avec ton fils, il tire le maillot là. C'était ça, c'était incroyable. Il était grave fort. Déjà à l'époque, hein, je te dis, il avait 15-16 ans. Il était grave fort. Et il avait déjà, tu vois, un peu la base, les prises de balles, tout. C'était incroyable. Dabo, pareil. C'était un truc de fou, c'est-à-dire il courait trop, tout ça. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit déjà, nous à notre niveau, tu vois, à Auxerre déjà, il y a des phénos. Et je dis, eux, c'est encore plus fort. Je dis encore plus fort. Je dis, c'est incroyable. Tu vois, et tu vois, si tu veux, moi, ça m'a. Le fait d'avoir été surclassé, d'avoir fait ces 6 mois-là, ça m'a aidé un petit peu pour la suite. Parce que ça m'a mis un standard en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, ah ouais, le vrai niveau, c'est ça. C'est-à-dire, si tu veux aller plus loin, il faut être dans cette intensité-là, dans ce truc-là. Et pareil, c'est-à-dire le fait d'avoir au centre. Bon, après, moi là, je te parle de Momo parce qu'en gros, on a joué ensemble. Ouais. Mais il y avait Hassen Yebda, il y avait d'autres gars au centre. Hein, tu vois, c'était garni, tu vois. Ouais, Yebda, Non, il y avait du monde. Non, il était Algérien. là, ouais. Si. Hassan, il était là, il y avait des gars, tu vois. Et c'est l'année d'après où Gara et Abou, ils arrivent aussi. Où il y a d'autres gars qui arrivent, c'est-à-dire en gros, c'était encore plus costaud encore, tu vois. C'est la génération 87, ça. 86-87. 87. Voilà. Donc là, moi, quand je suis arrivé, c'était 85-86. Et l'année d'après, c'était 86-87. Et donc, en gros, l'année d'après, bah, moi, concrètement, c'est-à-dire, j'avais déjà un petit peu d'expérience par rapport aux autres, tu vois. J'avais beaucoup joué quand même avec l'équipe A, même si je n'étais pas tout le temps titulaire et tout. Voilà, on va dire que j'avais progressé. Et l'année d'après, voilà, c'était l'année un petit peu, c'était ma vraie première année au centre. Tu vois, c'était ma vraie première année au centre où vraiment là, j'étais à l'aise, je connaissais tout le monde. Là, c'était devenu un peu plus cool, tu vois. Genre, j'avais pris le rythme aussi. J'avais pris le rythme un petit peu. Et donc, on fait une bonne saison. On va jusqu'en finale. On perd la finale du championnat parce qu'à Auxerre, il faut gagner. C'est ça aussi. C'est ce qui fait que je suis rentré un petit peu dans le moule facilement parce que moi, ce côté compétiteur, je l'avais déjà. Tu vois, je l'avais déjà. Voilà, début de saison, Giroud, il vient, il vous parle, il faut gagner. Tu vois, il vous montre directement, il vous dit, ouais, la Gambardella, on ne l'a pas gagné depuis 3 ans. Cette année, faut les... Tu vois, il réunit tout le monde, il a dit, il faut gagner, tu vois. Et puis, il vous dit direct, hein, il vous dit, si vous ne gagnez pas de titre, vous n'arrivez pas en pro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, pression, il te dit direct, hein. Il te dit direct, il dit les générations où on a des joueurs qui arrivent en pro, c'est les générations où il y a des titres. Direct, c'est-à-dire qu'il faut gagner. Et c'est-à-dire tu bosses, il y a pas les vacances, elles sont courtes. Quand le week-end, il n'y a pas de match officiel, il y a un match amical. Tu vois, tu bosses. Et donc cette année-là, on arrive en finale du championnat.
On perd contre qui on perd? Je crois que c'était... Est-ce que c'était pas Le Havre? Non, c'était Bastia. On perd contre Bastia d'Alex Song. Pareil, Alex aussi, il était Il y avait archi que des mecs de En ouf fait, dans chaque club. Dans C'est chaque genre club, que c'est ça qui est hallucinant là. Tu dis, en Non, fait, c'est Olivier Tom. Tu dis, tu vas Non, jouer c'est contre ça. les frères trucs. Chaque club a son C'est phénomène, en fait. n'importe Non, quoi. c'est ça. Et Alex, il était pareil. En fait, Alex, il était un peu dans la même configuration que moi, où il jouait un peu tous les postes. Mais quand il y avait les matchs importants, je pense qu'il jouait un peu plus derrière, tu vois. Et je te dis, en fait, on avait fait un parcours de fou. On avait éliminé des Nancy, on avait joué Strasbourg, on avait contre des Gamero, tout ça. C'était chaud, mais tu vois, on était là, tu vois. Donc nous, on se sentait fort, tu vois. On avait éliminé des Metz et tout. Et là, tu joues contre Bastia. Bastia, tu les connais pas. C'est la Corse. C'est pas des équipes que tu affrontes souvent. Tu les as pas joué en tournoi. Il y a souvent des tournois en début de saison. Tu joues un peu comme tout le monde, mais jamais il y a Bastia. Bastia, ils font jamais les tournois, tu vois. Donc tu les connais pas. Donc tu te dis bon, voilà, ils sont là-bas. Donc tu te dis bon, normalement ça devrait aller. Mais on te dit qu'il y a Song qui joue là-bas, il est chaud, tout ça, tu vois. Et à l'époque où équipe de France n'avait pas encore commencé, tu faisais la Coupe nationale, c'est des équipes régionales, tu vois. Donc pardon. Donc tu entends parler un petit peu de lui, mais tu l'as jamais vu jouer. Et là, sur la finale, là, c'était pareil, c'était chaud. C'était chaud, il était grave fort. Il était grave fort, c'est-à-dire il jouait un peu un rôle hybride, tu vois, il jouait un peu défenseur central, enfin un peu libéraux, mais en même temps numéro 6, c'est-à-dire quand ils avaient le ballon, ils jouaient normal, c'est-à-dire ils jouaient dans le jeu, ça distribuait techniquement, il était archi fort. Il te mettait des contrôles, il avait le temps de boire un café avant que le joueur y revienne, tu vois, des vrais contrôles orientés, des vrais trucs, tu vois. Et donc on perd contre Bastia cette année-là. Et ouais, on était dégoûtés. On s'est dit franchement, ouais, on est passé proche et tout. Et à la reprise de l'année qui suit, je crois qu'on était en moins de 16, disons que c'est l'un des souvenirs, je dirais pas bon souvenir, mais un souvenir marquant et en même temps un souvenir marquant dans les deux sens, positif et négatif. Pourquoi? Parce que, je t'ai dit, début d'année, il y a toujours les réunions. Donc là, pareil, c'est-à-dire en gros, grande réunion dans le gymnase et tout, avec toutes les catégories, de U14 jusqu'à CFA. On était peut-être 150. Tu vois, c'est là que tu te dis qu'à Auxerre, c'était incroyable. C'est énorme. Tu vois, et donc tu avais le directeur des études, tu avais le directeur sportif, tu avais Daniel Roland, tu avais Giroud, tout ça, tu vois. Donc chacun s'est exprimé. Et concrètement, moi, je vais te dire la vérité. Quand je suis arrivé à Auxerre, c'est ce jour-là que j'ai pris conscience. C'est le jour où je me suis dit, là, ça y est, il faut arrêter les conneries. Si tu veux être pro, là, faut se mettre dedans. C'est-à-dire le discours qu'ils ont eu ce jour-là, c'est-à-dire que le directeur des études, il a été clair. Il a dit, voilà, pour la plupart d'entre vous, il a donné des exemples clairs. Hein, d'autres qui avaient déjà arrêté les études et tout. Tu vois, tu connais, ça rigole un peu. Il dit, toi, tu as arrêté les études, mais voilà, nanana. Donc, il a dit, ouais, vous avez le foot et les études. Mais il a donné l'exemple comme ça. Je crois qu'il a dit, ouais, on était peut-être 135 ou je sais pas quoi. Il a dit, sur les 135 qui sont là, il a dit, ouais, peut-être il y en aura 8, 10 qui seront pros. Comme ça. C'est-à-dire, quand tu as 15 ans, parce que toi, tu t'as jamais imaginé ça. Toi, tu vois que des mecs forts autour de toi. Mais c'est vrai qu'en pro, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais tu n'es pas encore dans cette projection-là. Toi, tu n'es pas encore. Toi, tu es là, tu t'enjailles encore. C'est-à-dire, tu es là, tu es jeune, tu profites. Tu es au centre de formation, vous rigolez, vous mangez. Voilà, ça s'amuse. Et lui, il vous dit ça clair comme ça. Il dit, dans vous tous là, il a dit, il y en aura peut-être 8-10 qui seront pros. Il a dit, ouais, peut-être il y a certains qui vont faire des petites carrières, peut-être en CFA, peut-être ceci, cela, mais qui seront pros. Il a dit, peut-être 8-10, pas plus. Donc là, tu commences à regarder un peu tout le monde. Tu vois, tu te dis, ah, mais comment ça, lui c'est obligé, il sera pro. Mais lui, c'est obligé. Tu comptes, tu dis, ça fait. C'est ça. J'ai déjà, moi, les 8. Et tu dis, c'est comment maintenant? Mais tu te poses des questions. Et tu te dis, ah ouais, chaud, tu vois. Mais il vous le dit clair. Hein. Il vous dit, pour les autres, vous avez intérêt à aller à l'école. Parce que vous n'allez pas tous y arriver. Donc, arrêtez de négliger les études, ceci, cela, tu vois. Et donc, il finit son discours. Et après, tu as Giroud qui prend la parole. Donc, pareil, il souhaite la bienvenue à tout le monde, nanana, nanana. Il donne les objectifs et tout, nanana. Et donc, il parle un peu de toutes les catégories. Il arrive sur nous, sur les U16. Et il dit ouais, les U16, c'est bien ce que vous avez fait l'année dernière en U15.
ouais, vous êtes arrivé en finale et tout, mais vous avez perdu. Il dit, bon, cette année, il faut faire mieux. Donc c'est clair au moins. Il a juste dit ça, Ouais. tu vois. Il a dit, il faut faire mieux. Et c'est là qu'il a dit clairement, il a dit, il faut gagner des titres. Je crois que la Gambardella, cette année, ils avaient perdu contre je ne sais plus qui. Pareil, il leur a dit, ouais, la nouvelle génération, il a dit, ouais, on l'a perdu l'année dernière. Il a dit, c'est pas normal, la Gambardella, c'est une tradition pour Auxerre. Il a dit, ça fait je sais pas combien de temps on l'a pas gagné. Il dit, regardez, Philippe, en parlant de Philippe Mexès, il dit, ouais, Philippe, il a gagné 2 fois la Gambardella. Regardez où il est aujourd'hui. Un tel, il a gagné 3 fois. Un tel, il a gagné 1 fois. Un tel, il a gagné le championnat en telle année. Tout, c'est-à-dire, il te sort des trucs comme si il avait le document sous la main. Et il vous dit direct, il faut gagner des titres. Si vous ne gagnez pas de titres, c'est-à-dire que vous n'êtes pas des compétiteurs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à arriver en pro. Il faut gagner des titres. Donc, ouais, pour moi, c'était clair. Pour moi, c'est comme si à ce moment-là, il nous fixait un objectif, tu vois. Et donc, ouais, donc nous, entre nous, on s'est dit, bon, si le coach il dit qu'il faut gagner, tu vois, il faut qu'on aille gagner. Tu vois. Après, nous, on avait aussi cette revanche à prendre. Quand tu arrives jusqu'en finale, tu n'as pas gagné. Et on va dire, moi, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience. Et je me suis dit, bon, là, vraiment, tu rentres dans le circuit vraiment professionnel. En même temps, cette année-là, il y avait l'équipe de France aussi qui commençait. Donc, en même temps, tu deviens international. Tu as le championnat, voilà, tu te dis, vas-y, il faut que tu gagnes. Et effectivement, cette année-là, on a été jusqu'au bout. On a fini champion de France. C'est là où tu as vraiment les révélations, comme je dis, comme Abou Diaby, Gara Dembélé, genre qui se révèlent vraiment, tu vois, qui ont évolué à des niveaux, parce qu'on a joué des matchs, franchement, on a écrasé tout le monde. On a joué contre il y avait les Sochaux de Menez, Erding, on a joué contre Lyon avec Ben Arfa, tout ça, on a éclaté tout le monde, c'est-à-dire tous les matchs qu'on a joués, on a joué contre l'INF, il y avait Blaise, il y avait que des grosses équipes, mais on a quand même réussi à, voilà, tu vois, à passer toutes ces étapes-là, tous ces obstacles, et on va dire c'est vraiment là qu'on a lancé un petit peu, on a tracé un petit peu le chemin pour monter, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que là, à partir du moment où tu gagnes des titres et tu deviens international pour certains, ça donne un petit peu le couloir pour arriver, on va dire. Et l'équipe de France, tu vois. C'est tout de suite après que vous gagnez. C'est l'année d'après. C'est pas direct cette année. Là, tu deviens international après cette saison et l'année d'après, vous gagnez l'Euro. Voilà, c'est l'année d'après. Ouais. Okay. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais il est sujet d'un livre, Serge. Un livre Oui. Avec, il n'y a pas que toi qui est dedans, mais ça parle de toi, ça parle de Kevin Constant aussi. Oui, mais oui, ils adaptent justement. Oui, c'est vrai. Ouais, et justement, ça parle vous êtes à peu près les mêmes. Justement, vous avez commencé avec l'équipe de France jeune. Et finalement, après, vous avez switché pour une autre sélection. C'est vrai que toi, en plus, tu gagnes l'Euro. Mais après, derrière, finalement, tu vas plus basculer sur le Togo. Ça se fait plus tard, mais... disons que moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, je pense que notre génération, ma génération à moi, avec laquelle j'étais en équipe de France, c'était une génération de fous parce qu'il y avait beaucoup trop de talent. Aujourd'hui, avec le recul, bien sûr, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de maturité. Je vois les choses différemment. Après, moi, on va dire que cette réflexion-là, je l'ai eue il y a déjà quelques années, il y a longtemps. Mais je pense que j'ai voulu aller trop vite à Auxerre comme les autres. Parce que quand tu as 17 ans, tu deviens champion d'Europe, tu commences à jouer un petit peu avec la CFA, tu t'entraînes avec les pros, mais que dans d'autres clubs, tu as des joueurs comme Menez, comme Nasri, comme Ben Arfa qui jouent déjà en pro. Ouais. Et toi, ça te donne envie aussi. Tu te dis, ah, mais moi aussi, j'ai envie de ça. Tu vois, c'est-à-dire que concrètement, moi, je pense que je suis passé de jouer en U16, U18 à m'entraîner avec les pros en quelques mois, tu vois. Je ne sais pas si j'étais prêt ou pas. Je pense que j'avais le potentiel, sinon ça serait pas fait, surtout à Auxerre, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que j'ai pas été assez patient. Ce qui fait que, en même temps, cette génération-là, c'était une bénédiction parce qu'on a vécu un truc incroyable. Mais en même temps, c'était compliqué à gérer parce que tu bascules dans une autre dimension. Parce que déjà, tu deviens un petit peu une mini-star. Les attentes ne sont plus les mêmes. Toi-même, tu as envie de certaines choses que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing. Le club attend aussi beaucoup de toi. Le club mise beaucoup sur toi aussi, parce que concrètement, c'est un investissement, il mise sur toi. Tu as des sollicitations. Moi, quand je signe mon premier contrat pro à Auxerre,
J'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans et demi. J'avais des propositions claires. C'est-à-dire que 2 mois avant, j'étais à Chelsea. Tu vois, j'étais à Chelsea visiter le centre et tout. Tu vois, j'ai les Lampard, il y avait encore les deux Saïd, tout ça, tu vois. C'est-à-dire, je vais visiter, on me présente les joueurs, tout ça, nana et tout, contrat, tout ça. Je refuse, pas que je refuse, mais je dis ouais, je vais réfléchir. Je reviens. Giroud, lui, il est au courant de tout. Forcément. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, en gros, moi, je suis juste parti visiter. Oui. Maintenant, je reviens, genre, il est venu me voir peut-être 2 jours après. C'était pendant les vacances, il revient me voir. Il me dit, ouais, j'ai appris que tu as fait un petit tour de l'autre côté de la Manche et tout. Alors, c'était comment et tout, tu vois. Donc, déjà, tu es choqué, tu te dis, oh, comment il est au courant, tu vois. Mais il te dit direct, ouais, c'est vrai que c'est flatteur, mais il faut garder la tête sur les épaules. Il dit, ouais, t'inquiète, reste là, tranquille, ça viendra plus tard, tu vois. Donc, tu as beaucoup de choses à la fois, mais il y a l'équipe de France, tu continues. Nous, notre génération, on va dire que ce qui casse un petit peu notre dynamique, c'est qu'on rate le mondial U20. Ouais. Concrètement, le parcours, c'était d'aller jusqu'en U20, enfin de se qualifier pour le mondial U20, qui nous qualifiait, si on allait loin, au JO, je crois, 2008, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment l'objectif de notre génération. Donc, on se fait éliminer de ces éliminatoires. Par la suite, moi, concrètement, à titre personnel, je rate le tournoi de Toulon. Le tournoi de Toulon, ça a été le détonateur pour mon choix pour le Togo. Mais en plus, ça, c'était un truc de ouf avant le tournoi de Toulon. Maintenant, tout le monde néglige personne, tu vois. Mais avant, vraiment, c'était un truc de ouf. C'était important. Donc, mais le problème, c'est que, parce que tu parlais du centre de formation, moi, au centre, j'étais avec Younes aussi, Kaboul, tu vois. Qui lui aussi pareil, qui était un excellent joueur aussi, qui évoluait, équipe de France, ils ont été champions d'Europe et tout, etc., qui jouait déjà avec l'équipe première. Donc moi par exemple, à mon niveau, le Togo m'avait déjà approché pour la Coupe du Monde 2006, mais déjà j'étais trop jeune, tu vois, j'avais à peine 18 ans, je connaissais pas du tout l'équipe, j'avais pas fait les éliminatoires, rien. Il m'avait approché moi et Serge Gakpé qui était à Monaco à l'époque. Nous on se connaissait parce qu'on était ensemble en équipe de France. On s'est appelé tout simplement, hein. On a réfléchi, on s'est dit ouais c'était trop tôt parce qu'on ne connaissait rien, tu vois. En plus tu n'as pas fait les éliminatoires, rien, tu arrives comme ça, tu fais la Coupe du Monde, tu vois, c'était un peu bizarre, tu vois. Donc on s'est dit non, qu'on va patienter un peu. Et je crois que c'était 1 ou 2 ans après, quand tu continues l'équipe de France, 1 ou 2 ans après, il y a tournoi de Toulon, je suis pré-convoqué. Donc, je suis dans la liste, je crois, de 32 ou 35 joueurs. Et 10 jours après, je ne suis pas convoqué. Mais logique, parce que dans la convocation, là, il n'y avait que des gros joueurs, tu vois. Moi, déjà, quand tu es en club déjà avec Kaboul, par exemple, et que lui, il est convoqué, toi, tu n'es pas convoqué, tu ne peux pas dire pourquoi lui et pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Il est devant toi, il joue en pro, tu vois. Et pareil, il n'y avait que des gros joueurs, tu vois, qui étaient convoqués. C'était costaud. Donc, j'ai pas, comment dire, critiqué la liste, mais j'étais déçu. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais pas, comment dire, rester là à attendre qu'on me tende la main ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'en gros, j'ai envie de jouer pour l'équipe de France, le Togo aussi, parce que moi, j'ai gardé un bon rapport avec le Togo. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé l'équipe de France, j'étais déjà en rapport avec beaucoup de gens au Togo, etc. Et je manifestais aussi cette envie de jouer pour le Togo. Je n'avais pas pris une décision, en fait. Mais le fait de ne pas avoir fait ce tournoi-là, je me suis dit, moi, ça aussi, ça a été l'un de mes défauts durant toute ma carrière, c'est que je manque de patience. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, quand je veux quelque chose, c'est tout de suite. Je mets les moyens pour l'avoir, mais si je ne peux pas l'avoir tout de suite, si j'ai fait ce qu'il fallait que je ne peux pas l'avoir, bah, ça y est, ciao, tu vois. C'est comme quand j'étais dans un club, à partir du moment où je commence à être sur le banc, je ne vais pas dire, vas-y, de toute façon, j'ai 3 ans de contrat, tranquille. Non, moi, il fallait que je joue. Si je ne peux pas jouer, il faut que je parte, tu vois. Donc, mais encore une fois, comme je t'ai dit, des fois, ça a été un défaut parce que des fois, il faut patienter. Des fois, tu es là, tu pars. 1 mois après, le coach qui ne te faisait pas jouer, il y part. Un autre qui arrive, puis lui, peut-être, il t'aurait fait jouer, mais tu ne sais pas, tu vois. Donc, moi, à ce moment-là, quand je rate le tournoi de Toulon, au même moment, peut-être 1 semaine ou 2 semaines après, le Togo refait une approche.
C'était un choix compliqué parce que du coup, il y avait encore des perspectives. Hein. Il y avait encore des éliminatoires Euro U21, Euro Espoir, tout ça. Il y avait beaucoup de choses derrière encore. Mais à ce moment-là, je me dis, écoute, là, tu as l'opportunité de jouer en équipe A. Voilà, de faire des matchs d'hommes, tu vois, c'est des qualifications pour la CAN, pour la Coupe du Monde. Quelle année ça? Ça, c'était 2008. 2008, ça, je crois. 2008. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, vas-y, je vais. Après, ça s'est pas fait rapide. Le choix, c'était réfléchi. Hein. C'était réfléchi. Il y avait une réunion, on avait fait une réunion avec le ministre des Sports à l'époque sur Paris. On était à l'ambassade du Togo avec mes parents, tout ça. Donc, il m'a proposé m'a parlé du projet. Il m'a dit clairement que voilà, ils voulaient renforcer un petit peu l'équipe, qu'il y avait beaucoup d'anciens aussi qui étaient un petit peu en fin de cycle et tout, qui voulaient rajeunir un peu l'équipe et qui voulaient, voilà, pourquoi pas retrouver la Coupe du Monde, etc. Il y avait des jeunes joueurs qui étaient arrivés à l'époque, les frères Haïté notamment, et que voilà, ils voulaient aussi ramener quelques jeunes binationaux à fort potentiel, tout ça, nana. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que moi, je suis ambitieux. Donc, je me suis dit, c'est un projet. Voilà, j'avais envie aussi de représenter mon pays d'origine. Et à ce moment-là, je prends la décision à ce moment-là. Mais là, tu ne vas pas dans l'inconnu parce que là, tu nous parles du Togo, mais dans la famille, vous êtes très ancré Togo. Ça fait partie de la culture. Tu sais, c'est pas non, genre, j'ai découvert et je suis un inconnu, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Bah, après, c'est peut-être ça qui a facilité aussi, quelque part. Déjà, moi, je suis né au Togo. Je n'ai pas grandi au Togo. Mais je suis né au Togo, tu vois. Mais en grandissant, même si j'étais là sur Paris et tout, j'allais souvent au Togo. Voilà, ok, il y avait des vraies racines. Bien sûr, moi, même pendant toute cette période-là que je te dis, on était au centre, tout ça, j'allais pratiquement chaque année, j'étais au Togo. C'est-à-dire en été, je passais même si c'était une semaine, 10 jours. C'est-à-dire j'étais là. C'est-à-dire je connaissais, j'avais quand même un lien avec le Togo, un lien fort et tout. Tu vois, j'ai de la famille là-bas, donc je suivais aussi l'actualité de l'équipe nationale, etc. Je savais au fond de moi que jouer pour le Togo, ça représentait un truc de fou, tu vois. Et j'avais envie de ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu es entre deux. Tu as le cul entre deux chaises, comme on dit, parce que voilà, tu as fait un parcours avec un groupe, tu as une perspective d'équipe de France, parce que oui, l'équipe de France, c'est ça. Nous, quand on jouait, quand tu es en U17, en U18, en U19, quand tu t'entraînes, tu as ton coach. Nous, notre coach, c'était Bergerot. À l'entraînement, au rassemblement, aux différents tournois, tu as d'autres gars qui viennent. Tu as des Domenech qui viennent aux entraînements, qui viennent vous parler. Domenech, c'était l'entraîneur des espoirs. Tu as des Aimé Jacquet qui avaient été vainqueurs de la Coupe du Monde 98 qui viennent, qui vous font des discours, qui vous parlent, qui vous donnent des perspectives. Tu vois déjà un petit peu voilà. C'est pas comme si tu es là, ils ne te regardent pas. Non, tu avais des vrais gars, tu vois, de la DTN, qui étaient là. Ils vous suivaient, ils étaient là. Quand on a été champion d'Europe, ils étaient là. Tu vois, la finale, ils l'ont suivi, c'était au vestiaire avec nous. Tu vois, ils étaient là, ils nous connaissaient, ils t'appelaient par ton prénom. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu te disais qu'il y avait quand même une perspective. Et en même temps, tu as aussi de l'autre côté, cette perspective aussi, pareil. C'est-à-dire pays d'origine, genre avec tout l'engouement qu'il y a autour, etc. Tu vois. Donc, c'est vrai que le choix n'était pas facile. Mais pour moi, ça a été un choix que jamais je pourrais regretter. Tu vois, jamais. Ton premier match, pas la première sélection, le premier match que tu as joué, c'était contre, tu t'en souviens ou pas? Ouais, je m'en souviens, c'était en France. C'était contre la RDC en France. Je ne sais plus où c'était, je ne sais pas si c'était à Orléans ou si c'était à Rouen ou je ne sais plus. C'était contre la RDC, donc c'était un petit peu un match d'essai en fait. C'est-à-dire c'était une première, tout simplement. C'était une première pour découvrir un petit peu le groupe. Voir un petit peu comment les choses se passaient, etc. Il y avait l'approche du coach aussi. Le coach, c'était Stambouli à l'époque. D'ailleurs, lui, c'est la sélection qui a suivi, c'était très compliqué. Pour ma première sélection, justement. Donc, c'était une première, en fait. C'était un match amical. Donc, c'était parfait parce que c'était en France. C'était pas un premier déplacement directement sur le continent. Donc, c'était en France, dans un contexte que je connaissais. Donc, voilà, c'était un match... en plus, en RDC, il y avait pareil, il y avait d'autres binationaux aussi. Il y avait Youssouf Moulombo aussi, pareil, que je connaissais. Donc voilà, on va dire que c'était une bonne ambiance. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, ça m'a rassuré aussi. Et par contre, ma première sélection, c'était un peu plus compliqué. Parce que déjà, Stambouli, il démissionne. Parce que
dans le processus de mon arrivée, il en faisait partie aussi. Je l'avais eu au téléphone, première sélection, match amical, etc. Et en fait, le jour de mon départ, c'est-à-dire le jour où je prends l'avion pour partir au Togo pour ma première sélection, vraiment sur le continent, donc je suis à l'aéroport, je passe la sécurité et justement, j'ai Serge Gapé qui m'appelle parce que lui, il était blessé. Pareil, lui, il était un peu dans le même timing que moi, Oui. mais sauf qu'il était blessé à ce moment-là. Donc lui, normalement, il devait aussi faire le match amical. Lui aussi, il s'est décidé au même moment, il devait faire le match amical aussi et après venir pour le premier match officiel, mais il était blessé. Donc moi, je suis à l'aéroport et il m'appelle, il me dit « Ouais, t'as vu la news et tout, t'as vu la nouvelle et tout ?» Je dis « Ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout, là, et tout. » Il me dit « Ouais, Stambouli, il a démissionné. » Je dis « Mais non. » Je dis, donc à ce moment-là, je me dis, oh, il me dit, t'es où? Je dis, ouais, je suis à l'aéroport. J'ai passé les portiques. Ouais, c'est trop tard, je peux plus Non, mais revenir. c'est ça. Tu vois, je lui dis, ouais, mais là, ça y est, j'ai déjà passé la sécurité, tout ça. Il dit, ouais, je suis à la porte d'embarquement et tout. Il me dit, ah ouais, chaud. Je dis, bah ouais, là, parce que là, c'est comme si tu partais un peu dans l'inconnu. Tu vois, là, tu avais un interlocuteur qui te comprenait, voilà, qui avait géré un petit peu ton arrivée. Et là, on dit qu'il a démissionné. C'est-à-dire, il n'est plus là. Ok, qui sera là? Avec qui tu vas parler, qui va te rassurer, ceci, cela. Donc là, à ce moment-là, ouais, le voyage, il était long. Il était long, c'est-à-dire j'ai beaucoup réfléchi, comment ça va se passer et tout. Et finalement, je pense que c'était un bien pour un mal parce que le coach qui était adjoint, c'était un coach local qui s'appelle Coach Jovi Mawena, qui est un ancien international aussi, qui était capitaine dans les années 80 et tout. C'est lui qui a repris. Et pour ma première sélection, finalement, ça a été une bonne chose parce que lui, en fait, voilà, lui, c'était vraiment le papa togolais qui n'avait pas le temps, il n'y avait pas de sentiments, mais qui, en même temps, il était assez sévère niveau discipline et tout, notamment avec les binationaux parce qu'il connaissait un petit peu nos tendances, hein, tu vois. Tu arrives, tu ne respectes pas trop les consignes, tu arrives en retard et tout. Donc, il m'a tapé un petit peu sur les doigts les premiers jours. Et après, ouais, après, ça s'est bien passé. D'ailleurs, c'est lui qui me donne un petit peu ma chance. Parce que moi, quand j'arrive, il y avait beaucoup d'anciens encore. Il y avait beaucoup d'anciens dans l'équipe. En défense, il y avait beaucoup de monde. Et lui m'a fait confiance contre la volonté de beaucoup, puisque beaucoup ne comprenaient pas. Pourquoi tu mets le petit jeune et tout? Non, il n'est pas prêt, nanana, il faut mettre un tel. Lui, il a dit non. Et parce que, on en revient au même point. Moi, je suis quelqu'un de déterminé. C'est-à-dire quand je viens à l'entraînement, je joue comme en match, tu vois. Donc quand le coach, il voit déjà, mais moi, je ne le fais pas pour montrer au coach, je le fais parce que je suis comme ça. C'est comme voilà. ça. Donc quand il voit déjà que tu es déterminé, tu arrives, tu arraches tout, tu tacles partout, tu sautes partout. Voilà, tu es là, le gardien se fait dribbler, le mec il tire, mais tu es là pour tacler, tu vois. Le ballon, il ne rentre pas. À l'entraînement, le coach, forcément, ça, tu vois. Donc je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, ouais, le petit, il a envie. Et donc il m'a mis direct. Et donc les 2 sélections qui ont suivi, il m'a fait confiance, il m'a mis dedans et je ne suis plus jamais sorti. Comment on devient leader alors? Leader, capitaine et tout ça? Comment ça se fait? Déjà, je pense que… Il y a beaucoup de temps entre ça déjà? Au leader, déjà, ça se fait très naturellement. Après, capitaine, ça vient un peu plus… ouais, c'était peut-être 2 ans après. Maintenant… c'est pas énorme, hein, après… Ouais, après sélection, moi, ouais, c'est pas énorme, Serge. Après, il y avait concours de circonstances. Il y a eu beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est… Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Je sais pas si on aura le temps de tout dire, mais disons que déjà moi-même… un beau résumé. Non, mais déjà, disons que moi-même, déjà, j'avais déjà naturellement cette âme de leader. Que ce soit dans le foot, en tout cas. Après, dans la vie, bon, voilà, chacun… Mais dans le foot, sur le terrain, moi, j'ai toujours eu ça. C'est-à-dire, depuis que je suis petit, là, je n'ai pas toujours porté le brassard, mais souvent. Tu vois, que ce soit en jeune, à Auxerre, moi, j'étais capitaine. C'est-à-dire, par exemple, quand j'avais 16 ans, je jouais avec les U18. J'étais avec des gars qui avaient 2 ans de plus que moi, j'étais capitaine. Tu vois, mais pas parce que, en gros, peut-être, c'est pas parce que j'étais le meilleur. Mais parce que peut-être le coach à ce moment-là, il sentait que c'est moi qui peut-être… le comportement. Voilà, peut-être le comportement ou tu vois. Moi, mon comportement, c'était sur le terrain, c'était pas en dehors. Moi, je n'étais pas le gars qui allait beaucoup parler avec le coach ou qui… Non. Moi, c'était sur le terrain. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, c'est-à-dire que j'avais déjà un petit peu cette âme de leader, tu vois. Quand je commence une compétition, c'est pour la gagner. C'est pas pour à mi-chemin. Moi, quand j'ai… Carrière internationale, là, je prends la fin. Mais quand j'arrête en 2017,
à la CAN, c'est parce qu'on n'a pas été au bout. Parce que moi, j'étais déçu on s'est arrêté aux phases de poule. Tu vois, pour moi, c'était inconcevable. Pourtant, on avait une poule. Hein. On était avec la RDC, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Tu vois, le Maroc était avec Renard. Il y avait la RDC avec Ibengue. La Côte d'Ivoire, c'était costaud. Mais pour moi, on avait une équipe pour aller au moins en quart ou en demi. Et le fait qu'on n'ait pas passé les poules à ce moment-là, moi, j'avais mis trop d'énergie dans... Que ce soit dans les éliminatoires, des fois tu passes des étés, tu n'as même pas de vacances. Tu sais comment c'est. Tu vois, tu passes des 3 semaines en sélection, des 2 semaines, tu n'as pas de vacances. Tu vois, c'est-à-dire des fois tu as des 4 jours de vacances. Tu appelles ton directeur des fois, avant de partir, tu acceptes les 4 jours, mais quand tu finis la sélection… Oui, parce qu'avec tout ce qui se passe là-bas, tu vois ou pas, t'es rincé. C'est-à-dire que quand tu atterris à Paris et que tu n'as que 4 jours, tu atterris lundi, tu te dis vas-y, le vendredi, il faut déjà que je sois en club. Parce que le mardi qui suit, tu as déjà un match préliminaire Europa League ou je sais pas quoi, tu es rincé. Et là, tu appelles le directeur. Tu dis, ouais, je suis fatigué. Tu dis, ouais, tu veux pas me laisser 1 ou 2 jours de plus? Il dit, non. Vendredi, il faut être là. Donc, quand tu fais tout ça et que tu te qualifies pour la CAN, moi, la CAN, là, c'est pour aller au bout. Si tu la gagnes, tant mieux. Mais au moins, il faut que tu ailles le plus loin possible, tu vois. Donc, moi, j'avais déjà cette envie, j'avais déjà ce comportement tout le temps. Donc, je pense que c'est pas un hasard que déjà plus tôt, que ce soit en club, en jeune à Auxerre, dans les différents clubs où je suis passé, en sélection en équipe de France, j'étais déjà capitaine. Tu vois, donc, mais c'est pas parce que c'est un truc que je recherchais. Hein. Moi, j'ai jamais demandé à être capitaine. Hein. Moi, si j'étais pas capitaine, moi, je m'en foutais. C'est-à-dire, j'avais la même énergie, la même envie sur le terrain. Ça changeait absolument rien. Tu vois. Après, peut-être que c'est le coach qui lui peut-être voulait peut-être aussi renvoyer une image ou un truc, tu vois. Donc ça s'est fait naturellement. C'est juste que moi, quand je suis arrivé, j'étais jeune, je faisais partie des plus jeunes quand je suis arrivé à être titulaire vraiment dans l'équipe. Mais disons que j'avais pas ma langue dans la poche. S'il y avait quelque chose à dire, je le disais. Aux anciens, je leur disais avec respect. Mais je disais les choses, j'avais pas peur de parler, j'avais pas peur de m'affirmer, j'avais pas peur de dire les choses. Si un mec était mal placé, je lui disais, t'es mal placé. Que tu sois ancien ou pas, si t'es mal placé, tu vois. C'est compliqué, ça. Non, c'est compliqué, mais quand tu veux gagner, il faut… Tu es obligé, il n'y a pas le choix. C'est ça. Si tu viens en sélection, c'est pour gagner. Donc moi, j'avais cet état d'esprit-là. Donc j'avais déjà ce truc-là, mais je ne manquais pas de respect. C'est-à-dire, tu peux demander à tous les anciens, moi, je ne manquais pas de respect. À part si tu manques de respect. Tu vois. Ça, oui. Bien sûr qu'il y a des gars avec qui je me suis pris la tête et tout. Parce que voilà, à un moment donné, que je sois jeune ou pas, si tu me manques de respect, je ne vais pas te respecter. Mais en ce qui concerne le terrain, j'avais déjà cette détermination et voilà, tu vois. Et c'est quoi ton meilleur souvenir en sélection? Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Après, je pense sincèrement, hein, c'est vrai qu'on a fait un quart de finale de Cannes en 2013 en Afrique du Sud. Je pense que ça, c'est le meilleur souvenir général, tu vois. Mais moi, c'est des matchs, en fait, qui m'ont plus marqué que d'autres. On a battu le Cameroun. On a battu, quand on se qualifie pour la CAN 2013, justement, à domicile à Kégué contre le Gabon. Le Gabon qui était une équipe incroyable. Ils avaient déjà une équipe costaud. Il y avait encore les Daniel Cousin, il y avait Aubameyang, ils avaient une équipe. Tu vois, c'était vraiment, c'était costaud. Tu vois, c'était vraiment, et de battre ces équipes-là avec les moyens qu'ils avaient à domicile. Tu vois, voilà, l'engouement, le public. Quand tu gagnais le match, le bruit dans le stade, tu vois, dans la ville et tout. Tu vois, c'était, on va dire, ouais, moi, c'est ces souvenirs-là. C'est ces souvenirs-là. Il y en a eu quelques-uns comme ça. Des matchs isolés, je t'ai dit, des grosses victoires. On a battu le Cameroun à domicile une fois 3-0, je crois, 2 ou 3-0. Pareil, c'était une grosse victoire. Donc, c'est des petits souvenirs comme ça que tu gardes en fait. Après, oui, il y a des matchs, je t'ai dit, c'est comme à la CAN 2013. Hein. Le dernier match de poule, déjà, on bat l'Algérie. Au deuxième match, l'Algérie, pareil, une équipe incroyable. C'est la même équipe qui, un an après, a fait la Coupe du Monde 2014. Hein. C'est la même équipe. Hein. C'est ce qui me fait mal parce que je me dis, un an avant, tu bats ces équipes-là et un an après, toi, tu es au plus bas en fait.
Tu vois, c'est pas normal. Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas aussi un peu symptomatique de la sélection parce que vous avez fait une Coupe du Monde? Non, après, Après je sais pas, non, je sais pas, les résultats, ils sont toi, tu en diras dents ce de que scie, tu en quoi. penses. C'est pas c'est en dents de scie. Déjà, ils sont en dents de scie, mais justement, pour moi, à partir de 2013, ça descend. Ça descend et ça atteint maintenant ce qu'on connaît maintenant où tu te dis, ouais, il y a quand même des joueurs, il y a moyen de faire quelque chose, mais il manque quelque chose. Bah, je pense que ouais, c'est un manque d'anticipation, je pense, déjà. C'est un manque d'anticipation. Moi, je pense que ça descend plus depuis 2017. 2013, en fait, 2013, je pense qu'après 2013, il y a eu un gros souci qui était très clair. Hein. 2013, on fait le quart de finale. Dans la foulée, on continue les éliminatoires Coupe du Monde. On rate le match, on perd le match en Libye. Dans des circonstances, je ne vais pas revenir dessus. C'est ce qui nous élimine de la course à la Coupe du Monde. Mais les 3 matchs qui nous restaient, on bat le Cameroun, on bat la RDC et on perd en Libye. Donc éliminé de la Coupe du Monde 2014. Donc en septembre 2013, on est à un niveau intéressant. C'est-à-dire que le Togo est stable. On a une équipe, on a une ossature, des certitudes. Je te dis, on sortait de grosses victoires, on sortait de la CAN 2013. Il y avait un jeu, il y avait un style de jeu, un schéma de jeu, tout était clair. Le coach était, voilà, c'était Didier Six et tout. Et de septembre 2013 jusqu'à septembre 2014, tu fais aucun rassemblement. Hein? Non, tu fais aucun rassemblement. Pendant un an, c'est pas vu. Mais D'ailleurs, les éliminatoires 2015 où on joue contre vous, Oui. tu te rappelles? Oui. Ça, pendant un an, c'était pas vu. Donc là, quand on rejoue les uns contre les autres, pendant un an, vous n'avez pas fait de Pendant trucs. un Mais an, on n'a pas pourquoi? fait de- Mais attends, mais pourquoi? Je sais pas, parce qu'il n'y avait pas de rassemblement. Ils n'ont pas prévu, ils n'avaient pas planifié de rassemblement. Ça veut dire que concrètement, pendant un an, on était là comme ça dans la nature. C'est-à-dire, pour une équipe nationale, c'est impossible. Pendant un an, on n'a rien fait. C'est-à-dire, en gros, comme il n'y avait pas de match officiel, parce qu'il n'y avait pas de match officiel. Mais vous avez possibilité de faire des amicaux. Mais bien sûr, toutes les journées FIFA, C'est ça, septembre, Ouais, octobre, tiens, mais novembre, c'est pour ça que je veux bien mars, savoir. Là, c'est juin, un truc de ouf ce que tu dis. dois faire des matchs amicaux. Et en fait, on n'en a pas fait. C'est-à-dire que pendant un an, on ne fait pas de matchs amicaux. À l'époque, voilà, tu sais comment c'est. On nous disait oui, les moyens, ceci, cela. Mais bon, on ne se voit pas pendant un an. Et en fait, le fait qu'un an après, on se retrouve pour des éliminatoires directs, puisqu'on se retrouve en fait, tu as 6 matchs à jouer en 3 mois. 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre, 2 matchs en novembre qui te qualifient pour la CAN 2015 4 mois après. Comment tu fais? Vous n'êtes pas vus pendant un an. C'est-à-dire tu ne sais même plus qui est gaucher, qui est droitier. Tu vois, même ton copain de chambre, tu ne sais pas comment il a évolué, tu sais plus en fait, tu es perdu. Tu vois, donc en fait, on arrive, on n'a plus les repères. On n'a plus du tout les repères. Entre-temps, le coach a changé. Donc le coach, lui, il vient aussi avec ses idées, normal. C'est qui là? Didier Six, il était parti. Là, c'était un coach local. C'est Abalo, non? C'était non, Chanilé Chakala. Ah oui, Ouais. Abalo, il arrive après. Ouais, Abalo, il arrive après. Et donc, en gros, à ce moment-là, lui aussi, il arrive avec ses idées, il arrive avec ses envies, etc. Il a fait aussi de son mieux, mais quand tu t'es pas vu pendant un an, ça laisse des traces. Ça laisse des traces et malheureusement, ces traces-là, elles sont indélébiles. Donc, ce qui fait qu'en fait, on fait des éliminatoires où on a perdu un petit peu l'élan qu'on avait pris depuis 2 ans et demi. C'est-à-dire, en gros, depuis l'après-Cabinda, parce que l'après-Cabinda, ça a été très difficile, tu vois, de remonter la pente et tout. Moi, j'ai même failli arrêter le foot, tu vois, c'est pour te dire. Donc, d'où on est, tu vois, ouais. Tu vois, c'est-à-dire, c'est te dire d'où on est parti. C'est-à-dire, en gros, de mecs qui devaient arrêter le foot, t'arrives en quart de finale de la CAN, tu vois. Et là, c'est-à-dire qu'en gros, tu es dans un élan, en fait, à ce moment-là. C'est le moment où il fallait justement surfer sur ça. Et ça n'a pas été fait. Et donc, on rate la CAN 2015, où normalement, on devait confirmer ce qu'on a fait en 2013. Logiquement, c'était ça. Hein. 2013, c'était les espoirs. Le Togo est revenu au devant de la scène. Nanana. Le groupe, c'était pratiquement toujours le même. Il s'est même un peu étoffé avec des gars qui sont arrivés comme Mathieu Dossevi qui sont arrivés entre-temps. Tu vois, avec Razak Boukari, tout ça. Razak, il avait raté la CAN 2013. Il y avait un groupe intéressant. Voilà, donc tu avais l'équipe de 2013, mais avec 2-3 gars en plus encore. Tu vois. Donc, sauf que là, en fait, tu rates le coche. Parce que voilà, pendant un an, tu ne te vois pas. Il n'y a pas de secret dans le football. Hein. Donc, tu n'as pas travaillé. Donc, on rate la CAN 2015. Et après, on repart sur les éliminatoires 2017. Donc, tu rates encore une CAN.
Donc 2017, il a fallu encore retrouver un nouveau rythme et tout. Et donc on se qualifie pour la CAN 2017. Sauf que, comme je te dis, manque d'anticipation, ça veut dire qu'à un moment donné, une équipe nationale, elle est alimentée par des individus, par des joueurs de tous horizons. Mais quand tu n'as pas anticipé tout ça, quand tu n'as pas planifié tout ça, tu peux pas, c'est pas de la magie. Tu peux pas comme ça, surtout que le Togo, c'est pas le Nigeria ou le Mali ou le Sénégal. Le Nigeria, tu n'as rien à faire. Le vivier, il est… Voilà, c'est une façon de parler. Hein. C'est-à-dire, moi, franchement, aujourd'hui, si je suis directeur technique ou manager général du Nigeria, franchement, même si tu as 4 blessés, tu n'as même pas de souci à te faire. Nous, là, au jour d'aujourd'hui, au Togo, on a 2 blessés. C'est compliqué. Le Nigeria, ils ont 4 blessés, c'est pas grave. Donc, ça veut dire que tu n'as pratiquement rien à faire, tu as toujours un Nigérian qui sort quelque part. Mais du coup, là, est-ce que ça ne joue pas favorablement parce que maintenant, tu as aussi un nouveau rôle au sein de la sélection des éperviers, tu es le manager. Est-ce que justement, le fait que tu aies vécu ça ne t'aide pas au quotidien maintenant là? Ah bah si, justement, ça m'aide beaucoup parce que moi, j'ai vécu ces trous-là. J'ai vécu un petit peu ce manque d'anticipation, ce manque de travail en amont. Moi, aujourd'hui, par exemple, on est en 2023. On est en train de jouer les éliminatoires de la CAN 2023. Mais moi, dans ma tête, je suis déjà en 2025-2026. Donc, et tu as beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif, moi j'ai une vision. Et le problème, c'est que si tu t'arrêtes seulement sur cet objectif-là, bah, tu risques de faire la même chose. Peut-être que tu vas l'atteindre, peut-être que tu vas l'atteindre, mais tu vas retomber juste derrière. Tu vois, alors que moi j'ai une vision, moi je suis déjà… aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre… Est-ce que tu peux l'expliquer ça aux gens? Que toi, tu es dans la vision, tu passes à 2025-2026, alors qu'il y a une CAN qui arrive là, et si vous ne qualifiez pas, tu sais, les gens, ils ne vont pas l'entendre, ça. Ah non, on ne s'est pas qualifié à la CAN, mais moi, je pense à dans 2-3 ans. Tu vois, malheureusement, je suis obligé. Malheureusement, je suis obligé parce que c'est les mêmes personnes qui vont te demander des comptes si tu te qualifies pour 2023, mais qu'après, tu échoues en 2025 et 2026 pour la Coupe du Monde. C'est les mêmes personnes qui vont te demander, mais attends, 2023, vous êtes qualifié, ou 2024, pourquoi vous échouez là? Tu vois, c'est les mêmes personnes qui vont te poser… Ils t'attendent derrière, hein. Mais aujourd'hui, quand tu leur dis ça, ils ne comprennent pas. Tu vois, mais tu es obligé, si tu veux avancer, si tu veux… Moi, l'exemple parfait que je peux donner à tout le monde, aujourd'hui, c'est l'équipe de France. Alors, là, nous, on le dit avec des mots, mais l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar, il y avait combien de blessés, combien de forfaits? N'Golo Kanté, Paul Pogba, Hernandez… Benzema, l'équipe de France est arrivée en finale. Avec quels joueurs? Avec des Upamecano, des Konaté, des Kamavinga, des Tchouaméni, toute la nouvelle génération, des Kolo-Muani, des Thuram. Ils sortent d'où tous ces joueurs-là? Tous ces joueurs-là, ils étaient en espoir. Tous ces joueurs-là, c'est pas comme s'ils sortaient de n'importe où. Hein. C'est pas comme si on est parti les chercher, on les connaissait pas. Non, on les connaît pas en équipe A. Ouais. Mais on les connaît, on sait qu'ils sont là. Ils sont là, les Saliba, tout ça, ils sont là. Tu vois? Donc, c'est une planification. C'est-à-dire que si tu prépares pas ça, parce que pourquoi tu crois que les Kolo-Muani, les Thuram et tout, ils rentrent en finale de Coupe du Monde, ils jouent comme si de rien n'était? Mais c'est parce qu'ils sont habitués à ce genre de match. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, c'est une Coupe du Monde, c'est plus amplifié, mais tu es habitué. Aujourd'hui, pourquoi il y a des tournois réputés pour les jeunes? Le tournoi de Montaigu, le tournoi de Toulon, c'est déjà pour te mettre dans des contextes entre guillemets, de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, de Cannes, etc. C'est-à-dire que quand tu joues déjà ça, devant 10 000 personnes quand tu as 16 ans, bah, c'est la même chose, mais voilà, c'est comme quand tu es en jeune, quand tu joues, tu fais une finale de championnat de France à 16 ans, tu as peut-être 10 000 personnes ou 8 000 personnes. Bah, quand tu es en pro et que tu fais pareil, un match où tu as 40 ou 50 000, c'est la même chose, mais c'est juste plus amplifié. Ouais. Mais si tu n'as pas préparé ça, si tu n'as jamais joué devant 4000 personnes. Ça, tu parles de préparer avec les U23, c'est ça? Ou même plus jeunes qui aient l'habitude de jouer ce genre de contexte pour que quand ils arrivent en A, ils ne soient pas dépassés. C'est ça. En fait, là, il y a un travail qu'on essaie de faire un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a le côté contexte émotionnel, contexte africain, parce que le football africain, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le même que le football européen. Sur le continent. C'est pour ça que même je te donne l'exemple de Europe, Afrique, mais il y a Europe, Amérique du Sud, Europe, Asie. Tu as des joueurs comme Messi, comme Neymar qui vont faire des choses qu'ils font en club ici, mais quand ils vont en sélection, ils ne peuvent pas faire la même chose. Afrique, c'est la même chose. Sauf que nous, le problème, c'est que nos supporters,
Africains, ils s'attendent à ce que tu fasses la même chose que tu fais. Ce que tu fais le mardi. Tout le temps. Ce que tu fais le mardi, tu as fait en club ou le dimanche, il faut que tu vois, mais c'est pas pareil. Et sélection, c'est autre chose. Et c'est-à-dire que concrètement, il faut habituer ces jeunes joueurs-là à tout ce contexte-là déjà, mais il faut le faire d'une manière progressive et aussi préparé. C'est-à-dire, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas à peu près 12 ou 15 jeunes joueurs qui vont déjà être prêts mentalement à rentrer progressivement dans l'équipe nationale dans les 3, 4, 5 ans, mais c'est pas possible. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, le Togo a ça? On y travaille. À l'heure actuelle, on y travaille, justement. On y travaille tranquillement. C'est difficile parce que c'est pas, comment dire, c'est pas facile parce qu'on n'a pas non plus un vivier énorme. Mais on y travaille, que ce soit sur le plan local, sur le plan international. Tous horizons, on y travaille justement pour essayer d'avoir au moins une base de jeunes joueurs qui ont entre 17, 18, 20, 21 ans qu'on peut progressivement intégrer à l'équipe A. On a déjà quelques-uns qu'on a déjà intégrés. Il y a le petit Karim Derman, par exemple, qui joue à Feyenoord, qu'on a intégré via ce processus-là, qui a joué titulaire les 2 derniers matchs contre le Burkina Faso. Tu as un jeune gardien, Steven Mensah, qui joue à Hambourg, qui est le gardien de la réserve à Hambourg, qui est en équipe professionnelle et tout. Pareil, qu'on a intégré aussi via ce processus. Il y a un défenseur central, Steven Nador aussi, oui. Pareil, qui a été formé à Lille, qui est parti après au Chievo et qui est aujourd'hui à Spal. Ça me dit quelque chose Ouais, il a été formé à Lille, mais il est parti très tôt au Chievo. Après, le Chievo a eu des soucis. Il est parti à Spal. Là, il est prêté en Série C pour gagner un peu de temps de jeu. Lui aussi, pareil, qui est arrivé aussi jeune, mais qui progressivement est monté avec l'équipe A. Il n'est pas encore titulaire, donc c'est des jeunes qui ne sont pas, à part le petit Derman qui est titulaire, les autres ne sont pas encore titulaires, mais c'est en y goûtant que, voilà, tu sais, si tu ne les intègres pas petit à petit, moi je te parlais quand j'avais 15 ans, que j'étais assis, je regardais Bafé Gomis, bah, c'est comme ça que tu apprends, tu vois, c'est en voyant, c'est en vivant au quotidien les choses, etc., que tu apprends. Donc ces jeunes-là, tu sais que voilà, d'ici 2 ans, c'est des jeunes qui seront capables, peut-être, en fonction de leur évolution en club, Il vous manque quoi là, Serge? En gros, qu'est-ce qui vous manque? J'ai l'impression que ça avance pas, mais en fait, il vous manque pas non plus grand-chose parce que vous, genre... Le déclic. Oui, voilà, comme si vous l'avez identifié, mais vous n'avez pas encore mis la main dessus. Voilà. En fait, on peut basculer du mauvais côté ou du bon côté, en fait. C'est où C'est ça. Ouais, bah, et vous l'avez identifié. C'est ça, moi, qui me... Ouais, c'est compliqué parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été très franc avec les gens parce que on en revient à la même chose. Hein. La base parce que tout à l'heure, tu me parlais de 2013. Oui. Moi, je t'ai dit plutôt 2017. Pourquoi? Parce que entre 2016 et 2017, donc fin de la CAN 2017, tu as 5-6 titulaires qui ont quitté l'équipe, dont moi. Moi, après la CAN 2017, j'ai arrêté. Tu as Serge Gakpé qui a arrêté. Tu as Romao qui a arrêté. Floyd Haïté qui allait, voilà, faisait des va-et-vient. Jonathan Haïté qui a totalement arrêté. T'avais qui d'autre? Gilles, il était, ouais, pareil. Il va, il vient. Donc, tu as à peu près, voilà, tu as un groupe de 5-6 titulaires qui ont quitté l'équipe d'un seul coup. Sachant que derrière, là, tu n'avais pas forcément des joueurs qui étaient prêts à reprendre. Qualitativement, ouais. Qualitativement, à répondre directement au niveau international. Parce que niveau international, c'est pas rien. C'est pas t'arrives comme ça. C'est pas parce que tu es bon en club que tu vas être bon en sélection. Tu vois. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des joueurs qui sont très bons en club, des super joueurs qui arrivent en sélection et qui passent à côté. Qui peut-être pendant 2, 3, 4 matchs, c'est chaud. Ou peut-être pendant 6 mois, les gens se posent même des questions. Tu vois, est-ce que ce joueur-là, il peut être au niveau international? Et par contre, 6 mois après, il devient super fort et on se dit, parce que des fois, il y a des joueurs, ils ont besoin de s'adapter, d'autres ont besoin de temps, d'autres, tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc, quand il y a eu ce trou qui s'est créé, pour moi, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément la matière pour la combler directement. Donc, il fallait du temps. Sauf que le temps en sélection, tu ne l'as pas. C'est ça. Tu ne l'as pas en sélection. Parce que c'est vrai, hein, tout le monde, à un moment donné, tombe un petit peu sur Claude Leroy. Genre, depuis 2017, il n'y a pas eu de qualification, ceci, cela. Alors, certes,
je pense que tout le monde a ses responsabilités, hein, tout le monde a ses torts, même le coach Claude Leroy, pareil. C'est-à-dire, en gros, dans cette période-là, bah, peut-être que lui aussi, à un moment donné, il n'a pas fait tel choix. Ça, c'est technique après. Hein, moi, je suis. Voilà. Mais au-delà de ça, je ne suis pas sûr. Hein, mais si tous ces joueurs-là étaient restés après la CAN 2017, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si les choses se font progressivement, si c'est progressivement que bah, tu joues, après petit à petit, bah, y a des jeunes qui arrivent, vous commencez à être un peu remplaçant. Quand il y a un match un peu plus compliqué, bah, il vous remet dedans. Tu vois, genre, il essaie d'équilibrer pendant 2-3 ans le temps que toi, la transition elle se fasse. C'est pas pareil, tu vois. Donc, il y a ce truc-là, mais sauf que ce trou-là, pour le combler, il faut du temps. C'est-à-dire que si tu n'as pas préparé, il faut du temps. Je ne comprendre, frérot. Tu vois, parce que comme tu me dis, tu as une vision, mais en même temps, tu me dis, il n'y a pas de temps. Donc, on est dans une impasse. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, tu dis, il faut du temps pour pouvoir construire, sauf qu'on ne te donne pas ce temps-là. Comment on fait? C'est ça, elle est là la difficulté. Surtout comme on connaît le contexte. Ah, mais bien sûr. Moi aujourd'hui, je suis le premier supporter de l'équipe nationale du Togo. Ah ouais. Mais moi, je veux voir le Togo à la prochaine CAN. Quand une CAN à 24, le Togo, on en parlait avec la RDC. Pour moi, le Togo, CAN à 24, il doit y être. C'est ça. C'est-à-dire que moi-même, en tant qu'aujourd'hui, oui, bien sûr que j'ai un poste au sein de l'équipe nationale, mais indépendamment de ça, je suis un supporter. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire quand le Togo joue, je regarde le Togo, je vibre pour le Togo. Quand les U17 jouent, je veux les voir gagner. Quand les U20 jouent, je veux les voir gagner. Et quand l'équipe A joue, tu vois. Donc moi aussi, je veux ça tout de suite. Donc comment tu peux demander aux supporters lambda de patienter combien de temps? 5 ans, 6 ans, 8 ans? Pourquoi? Tu peux pas. Tu peux pas. Mais malheureusement, après, à un moment donné, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Hein. Le Togo, parce que tu sais, il y a le standard aussi, il y a comment dire, la Coupe du Monde que tu as fait en 2006, CAN 2013, mais c'est pas non plus comme si le parcours il a toujours été lisse. C'est pour ça que je disais en dedans de ça. Oui, depuis 2006, le Togo n'a participé qu'à 2 CAN. Hein. Depuis la CAN 2006, là. Le Togo n'a participé, j'y participé. Hein. On s'est qualifié à 3 CAN, on s'est qualifié pour 2010, on ne l'a pas joué à cause de Cabinda. 2013, on s'est qualifié et 2017, on s'est qualifié. Donc, on s'est qualifié à 3 CAN, on n'en a joué que 2. Donc, il y en a eu combien de CAN depuis 2006? Ouais, parce qu'en plus, il y a eu des CAN 2 années d'affilée. Non, mais c'est pas ça. Tu as eu 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. Tu as eu 8 CAN. Dans les 8 CAN, tu n'en as joué que 2. Donc, c'est pas comme si, il ne faut pas non plus imaginer. Parce qu'il y a beaucoup qui font cette erreur, hein, notamment au pays, tu vois. Mais c'est à cause de la Coupe du Monde, ça alors? Non, c'est pas à cause de la Coupe du Monde, parce que la preuve, c'est que. En fait, c'est un pays qui va au mondial, tu vois, ça fait partie du. En fait, non, il y a d'autres difficultés. Au mondial, les places sont chères. Là, tu te dis qu'en A24, quand même, le paillette, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Bien sûr, c'est pas normal. Et moi, je suis totalement d'accord, parce que quand tu regardes les éliminatoires, à chaque fois, tu te dis que c'est possible. Surtout quand moi, ce qui est un peu frustrant, je pense, d'ailleurs, pour les supporters, c'est le contenu. Ouais. Tu te dis que des fois tu vas actuellement c'est ce qui est frustrant, c'est ce qui il y a le contenu, même pour il nous, n'y a pas le résultat. Dernièrement, franchement, je suis honnête, hein, je suis totalement objectif quant à la critique du staff technique actuel, du travail qui est fait. Pour moi, actuellement, depuis septembre 2021 et le match au Sénégal, je t'en souviens, on en avait discuté. Exact. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'équipe a énormément progressé. En 18 mois, l'équipe elle a énormément progressé. Elle a gagné en consistance, en intensité, en qualité. Elle a énormément progressé. Et dans ce laps de temps, en réalité, tu fais un seul vrai faux pas. Un seul. C'est contre Eswatini à domicile au mois de juin où tu fais 2-2, où tu mènes 2 fois au score. Et tu fais 2-2, c'est-à-dire que tu mènes une fois au score, il t'égalise une fois, et c'est pas comme si tu jouais contre le Sénégal ou contre le Nigeria ou contre le Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Il t'égalise une fois, tu mets un deuxième but, il t'égalise une deuxième fois, c'est pas normal, tu vois? Donc ça, c'était un vrai faux pas. Mais mis à part ça, tu as un parcours honorable. Tu finis 2e de la poule derrière le Sénégal, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Malheureusement, il n'y a que le premier qui passe. C'est ça. Mais concours de circonstances, encore une fois. C'est-à-dire que le match au Sénégal, tu joues avec 5 joueurs en méforme parce que c'est ce que je te dis, quand tu as 4 blessés au Togo, l'équipe elle est décimée. À l'époque, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À l'époque où on joue le match contre le Sénégal, là, le match aller en septembre 2021,
T'es à Thiès, tu as une équipe bancale. Hein. Je te dis, en titulaire, on avait 5 joueurs en méforme. 5 joueurs, il y en avait 3 qui leur championnat n'avait pas encore repris. Un petit jeune qui n'avait jamais joué en équipe nationale, qui était novice. On l'a pris, le coach l'a pris parce que concrètement, il n'y avait pas le choix, il n'y a pas d'autre choix. Il le prend, il le met direct titulaire. Tu vois. Et tu as un joueur, je crois, qui revenait de blessure, je crois, qui avait pas encore joué, pareil, qui s'était entraîné deux entraînements. Mais tu arrives à tenir quand même le Sénégal pendant pratiquement 60 minutes. Pratiquement. Tu prends un but sur un exploit de Sadio Mané et un but sur coup franc. Tu vois, tu perds 2-0, mais bon. Et après ça, tu relèves la pente. Hein. C'est-à-dire, en gros, à domicile, tu as du mal à gagner, mais à l'extérieur, tu vas gagner. Tu vas gagner au Congo, tu vas gagner à l'extérieur contre la Namibie. Le Sénégal, tu mènes 1-0 jusqu'à la 92e minute. Tu te fais égaliser sur un truc de con. C'est-à-dire, c'est un manque de maturité, concrètement. Tu vois, voilà, tu te fais égaliser. On est la seule équipe que le Sénégal n'a pas battue. Hein. Genre sur ce match-là, c'est-à-dire on est les seuls qui avons tenu en échec le Sénégal, tu vois. Mais lors de ce match-là, en plus, on peut parler de bravoure, d'agressivité, de volonté. Mais par contre, entre ce match du Sénégal où on fait 1-1 et les 2 matchs qu'on a fait là contre le Burkina, il y a 2 semaines, c'est 2 mondes d'écart. Là tu as regardé le Burkina dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, sur 2 matchs, tu prenais 6 points, c'était normal. Mais à un moment donné, encore une fois, c'est ce que tu dis. Le résultat ne suit pas, en fait. Le résultat ne suit pas, tu vois. Mais sauf qu'au final, sur le plan comptable, les gens ils regardent, tu as pris 1 point sur 6. C'est-à-dire que le Burkina, ils en ont pris 4. Mais toi, tu en as pris 1. Tu vois. Je vais te poser une question toute bateau, je connais déjà la réponse avant de finir par notre classique. La qualification, c'est pour la CAN, c'est mal embarqué, mais c'est encore faisable. Vous y croyez encore vraiment ou vous dites on va jouer et puis on verra? Ou vous dites encore non, là c'est objectif quand même, ça reste CAN 2023? Ah non, on y croit à fond, on y croit à 200% même. À 200%, après oui, il faut que les planètes s'alignent un petit peu, mais on y croit parce que je pense qu'aujourd'hui, déjà on est dans l'obligation d'y croire et on doit y croire pour le public aussi, c'est-à-dire que on a ressenti, notamment lors du dernier rassemblement et du match à domicile à Lomé, on a ressenti vraiment la présence du public, des supporters, le public sportif qui était vraiment derrière l'équipe. Et rien que pour ça, rien que pour cette joie, parce que moi je l'ai vécu ça. Peut-être que les joueurs actuels, à un moment donné, il y avait un peu moins de ferveur et tout. Ouais, il y avait moins de ferveur, les gens venaient pas trop au stade et tout. Mais moi, je l'ai vécu, moi, à mon époque, cette époque-là, tu vois. En plus, ça veut dire que vous avez des joueurs, Serge, là, je vais me dire penser, qui ont rien vécu, quand je dis de positif, c'est-à-dire pas de CAN, pas de qualif, pas de trucs, en fait, qui viennent et ça. Ah ouais. Tu as des joueurs qui sont là, qui, 2 fois, ils ne sont pas qualifiés à la CAN, ils ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde, qui n'ont rien vécu, en fait, c'est-à-dire qui n'ont pas ces références-là. Donc, ils n'ont pas la perspective de ça, tu vois. Parce que quand tu l'as déjà vécu, bah, d'un côté, c'est une motivation. Tu te dis, bon, ouais, je veux revivre ça. Et tu te dis, c'est possible. Mais là, tu as des joueurs. C'est pour ça que je te dis que le travail, il est technique, il est tactique, mais il est aussi mental. Il est émotionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à ces joueurs-là qu'il faut passer ce cap-là. Tu vois, il faut y arriver parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de se qualifier pour une CAN, tu vois. Donc, c'est tout un travail. On est en train, mais en tout cas, par rapport à nos chances, voilà, si on y croit ou pas, mais on y croit à 200%. 200%. Et moi, j'ai aucun doute sur l'équipe voilà, genre, tout le monde fera ce qu'il faut pour se qualifier. Bon, avant de se quitter, notre classique sur SNL le podcast, on demande chaque fois à notre invité de nous concocter un 11. On lui donne une thématique. Alors, laquelle on pourrait faire avec Serge? Mais il a le droit de choisir, lui. Tu peux choisir aussi. Qu'est-ce qu'il veut faire? S'il veut faire des joueurs avec qui il a le joué, avec des joueurs au Togo. Non, tu sais quoi, franchement, vu tous les noms qu'il nous a cités en centre de formation, fais-nous ton 11 des monstres que tu as affrontés en centre de formation avec qui tu as joué, de cette génération-là. Avec qui j'ai joué, que j'ai affronté. Je pense qu'on va avoir des noms de malades. En centre de formation, hein. Que j'ai affronté, avec qui j'ai joué. Les deux. Les plus fous de votre génération, voilà. Quoi, en fait, qui t'ont le plus marqué, en fait. Qui m'ont le plus marqué, c'est compliqué, hein. Il y en a pas mal. Après,
il y en a pas mal. Hein. Bon, je vais dire des postes au hasard. Hein. Après, tu as Abou Diaby. Abou Diaby que j'ai côtoyé, qui pour moi, c'est le joueur de foot. Le joueur de foot, c'est Kefren Turam, mais en plus fort. Ouais. Parce que Kefren Turam me fait penser un peu à Abou Diaby, un petit peu dans ses gestuels, dans sa course et tout. Mais Abou Diaby, il était encore un cran au-dessus. Tu vois, mais c'est le joueur qui, pour moi, aurait pu arriver à un niveau incroyable. C'est vraiment... Moi, j'en faisais un potentiel ballon d'or. Hein. Ah oui, non, mais il était incroyable. Il était trop fort. Il était incroyable. Ah ouais, il est plus que fort. Ah, il était au-dessus. Ouais. Abou Diaby, ça fait déjà une place de prise. Il y a Abou Diaby, il y a Momo Sissoko, forcément. Ok. T'as tes deux milieux. Ouais. Le terrain, Abou Diaby, Momo Sissoko. C'est pas mal non plus, on plaint pas. C'est un milieu de terrain de malade. Hein. C'est déjà, après, t'as Bafé Gomis. Bafé Gomis, même si je l'ai affronté qu'une fois, mais c'est suffisant. Ça suffit. T'as Hatem Ben Arfa. Ouais. Hatem Ben Arfa qui, pareil, pour moi, c'était un joueur incroyable. Lui, c'est carrément du niveau Messi. Hein. C'est le joueur vraiment qui... C'est-à-dire même, t'es son coéquipier, t'es sur le terrain avec lui, mais tu l'admires en fait. C'est-à-dire quand il fait des trucs incroyables, c'est-à-dire moi j'ai jamais vu quelqu'un faire un exter-inter en l'air, tu vois. Ballon en l'air, exter-inter, j'ai jamais vu. Ouais. C'était incroyable. En plus, c'est un gars qui avait tu vois, malheureusement, il a pas développé ce côté-là, il n'a pas cultivé ce côté leader. Mais sur le terrain, c'était de la même manière que moi. C'est-à-dire c'est un gars, quand il sent que vous êtes en difficulté derrière, il vient te voir, il te dit quand tu as la balle, donne-la moi, t'inquiète. Je vais marquer, t'inquiète pas, tu vois. Il avait ce côté-là vraiment compétiteur, tu vois, et c'était un joueur incroyable. Donc, il y a lui. Mais là, ça va être intéressant. Non, c'est dur, hein, c'est dur. Parce que je vais être obligé de mettre France de malade. Bah déjà, je pourrais même te faire un 11 de l'équipe de France, mais je peux pas parce que c'est pas marrant sinon. Parce que rien que l'équipe de France, tu vois, déjà, moi, j'avais dans ma génération, j'avais grave des joueurs. Oui, il y avait Menez, Nasri, Benzema, Ben Arfa. Tu avais Elliott, Grandin. T'avais Gamero, Erdigal. Non, t'avais bon Ben Arfa, t'avais. Ouais, ça c'est qui t'avais. Ouais, c'était compliqué. T'avais Issiardia. Ah, mais c'est la même génération, 87. Oui. T'avais même Issiardia, par exemple. Issiardia, il était chaud. Il était chaud. Tu vois, t'avais des joueurs comme ça que les gens. Parce que le problème, c'est que les gens se rappellent des 11 qui ont gagné le championnat d'Europe. Mais ils oublient qu'en fait, autour, il y avait beaucoup de joueurs, tu vois. Et après, je vais être obligé de mettre Blaise Matuidi. Ouais. Parce que lui, franchement, je lui tire mon chapeau. Non, mais il joue en milieu à 3. Milieu à 3. Ok. Ah ouais, il a le droit. Pourquoi? Parce que devant, il a mis que Ben Arfa pour l'instant. À gauche, je pense. Gomis devant. Bah, on va voir. Ben Arfa devant pour l'instant avec Gomis. Blaise, je vais être obligé de le mettre parce que c'était peut-être pas le plus talentueux, mais franchement, c'est incroyable la carrière qu'il a eue. Elle est incroyable parce que il avait, comme je dis, il avait peut-être pas les qualités de d'autres, mais franchement, archi fort et je suis obligé de le mettre. Devant, je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais je vais mettre Benzema aussi. Ça tient la route, ouais, ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller. Ils ont assez de talent pour se débrouiller. Mais je vais être obligé de le mettre aussi parce que pareil, un peu comme... tu peux faire un losange. Hein. Ouais. Tu peux faire Ben Arfa en 10, tu fais un losange. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais écoute, franchement, ça tient la route. Tu as les 3 devant ou les 2 devant. Ton milieu, Ben Arfa, Abou Diaby, Momo Sissoko, Blaise Matuidi. Ok, donc il te reste la défense. En plus, il n'a pas dit Song, hein, parce qu'il a dit qu'on a joué contre Song, il était trop fort et tout ça. Mais Song, je vais... Voilà, tu peux le mettre en défense. Merci. Non, mais merci. Song, je vais le mettre en défense. Je vais le mettre en défense. Parce que, pareil, lui aussi, c'était un monstre aussi, tu vois. Et lui aussi, pareil, il fait partie des joueurs qui ont choisi très tôt le Cameroun. Ouais. Parce que Song aussi, il a commencé avec nous en équipe de France. Hein. Il a fait 1 ou 2 sélections. Pareil, en fait, il était entre les deux direct. Il était déjà entre les deux avec le Cameroun. Et donc, on avait fait quelques sélections ensemble.
Et il me disait direct hein, qu'en gros, il ne sait pas. Il ne sait pas parce qu'en gros, voilà, il y a le Cameroun, lui, dans son cœur, là, il disait direct le Cameroun, tu vois. Les Lions, tu peux pas. C'est ça. Donc lui, immédiatement, il a fait quelques sélections. Après, il est parti, tu vois. Okay. Et donc en défense, on va mettre Song. Ouais, dans les buts que j'ai côtoyés en centre de formation, contre qui j'ai joué, dans les buts, ouais, je vais peut-être mettre Costil, peut-être, Benoît Costil. Ouais. Parce que là, ouais, sur le moment, je ne vois pas d'autres. C'est déjà pas mal. Ouais, Costil qui... Ça fait une équipe de fous furieux. Après, j'ai joué contre Lloris aussi. Mais je vais mettre Costil, parce que le cœur balance pour Costil, parce que c'est mon pote et c'est un excellent gardien. Il te reste un central et les 2 latéraux. C'est tout. Bon, ça, on a déjà pas mal avancé. Non, est-ce que je peux mettre un offensif en latéral? Ah, tu mets qui tu veux. C'est toi qui vois, c'est toi qui équilibre ton équipe. Je vais... Qui est-ce que je vais mettre en latéral? Mais Dabo, non? Tu as parlé de Dabo. Dabo, je vais le mettre en latéral gauche, pourquoi pas. Ouais. Dabo, parce que lui aussi, ouais, c'était très fort. C'était très fort, je vais mettre Dabo. Et en latéral droit, j'hésite entre plusieurs, parce qu'il y a Gourcuff, qui était très fort aussi, contre qui j'avais joué, qui était très fort. Mais il faut que je trouve un gars qui est un peu plus véloce à droite. Un ailier ou un latéral droit. Avec qui j'ai joué au centre de formation. C'est compliqué. C'est compliqué de trouver Bakary Sagna. L'équipe. Et franchement, voilà. C'est quand on va faire un visuel celui-là. Il te reste un central. Il reste un central? C'est lui, quand même, il va pas mettre tout cela. Non, mais si tu mets un 11, tu te mets pas dedans. Moi, je me mets direct dedans. Moi, je t'ai dit 11, je mets mon nom en premier même. Capitaine, non, numéro 10, 7, 8, tout ce que vous voulez. Non, il te reste un central. Je réfléchis. Si je trouve pas, je me mets dedans. Oui, si je trouve pas. Quel central je pourrais mettre Il doit y avoir des sacrés noms là aussi. Non, il y en a forcément. Attends, tu nous parlais tout à l'heure, tu as parlé de Kaboul, tu as parlé de Belaïd, tu as parlé de... Pour ceux qui connaissent Belaïd, c'était quelque chose ici à l'époque. Et qui d'autre Mais tiens, parce que Younes Kaboul, il faut penser que ça va direct à Tottenham et tout. Hein. Ah, bah oui, c'est pas non, mais c'était pas un petit joueur. Hein, Ouais, je vais mettre Kaboul. Je vais mettre Kaboul en centrale. Alors, avec sa taille. Costil, Song, Kaboul. Dabo, Sagna. Ouais. Oumou Sissoko. Abou Dhabi. Ouais. Blaise. Ben Arfa. Gomis Benzema. C'est ça. Okay, il n'y a pas, je te dis, il y a tous les noms qui auraient pu mettre. Il manque encore du monde. C'est ça, il manque du monde. Tu vois. Mais 87, de toute façon, c'est la meilleure génération de tous les temps. Ouais, c'est ça. Parce que là, on parle des Français. Va voir les Espagnols, les Argentins. C'est des Messi, c'est des Fabregas, c'est des Piqué, tout ça. C'est la meilleure génération dans le football. Ouais, franchement, chapeau. On va l'afficher cette équipe. Celle-là, elle est belle, hein. Celle-là, elle est très, très belle. Elle est pas mal, cette équipe. En tout cas, Serge, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Beaucoup de courage pour la suite, pour les 2 matchs à venir, pour les éliminatoires. On espère la qualification au bout. Ah, vraiment. C'est tout ce qu'on vous souhaite parce que Cannes à 24 sur le Togo, quand même, c'est une petite anomalie. Et puis, voilà, le meilleur pour la suite. Et puis, Ibounou, on se retrouve très, très vite avec nos internautes, auditeurs et téléspectateurs pour un nouvel épisode. On se dit à bientôt. Ciao, ciao et portez-vous bien. Ciao. Salut.